Salut à tous, vous écoutez l'épisode 14 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Salut Adrien. Salut Mathieu. Ça roule ? Impeccable. Tu sais de quoi on va parler ce mois-ci ? Je crois, j'ai ouï dire. Bah c'est marqué en fait. Nous allons parler, ah oui j'ai qu'à lire en fait. Alors ce mois-ci, on va discuter des formats courts. Voilà, un peu moins didactique s'il te plaît. C'est quoi les formats courts ? Bah, c'est ces séries courtes qui se sont développées depuis le succès des séries comme Un gars, une fille. Tu lis trop. Ouais. Tu lis trop la fiche. Je vais t'enlever la fiche. Voilà, effets spéciaux. Oui, c'est les séries courtes type Un gars, une fille, Caméra Café et Kaamelott notamment. Mais. Avant cela, nous remercions bien sûr nos tipeurs du mois. Alors parmi les tipeurs ce mois-ci, il y a Billy, il y a Phil de Camp, il y a Isora, il y a Quentin Lebègue, il y a Hussein, merci Sauvan, merci Arié et François, on a Benjamin qui ont dit merci, et on a Daniel qui ont dit merci également, et Marianne. Merci à tous, vraiment c'est très chouette de savoir que vous nous soutenez. Comme d'habitude, si comme eux vous voulez nous soutenir financièrement pour le prix d'un café, on le rappelle, c'est pas très cher, le lien vers notre page Tipeee, qui est un site qui permet de soutenir les créateurs de contenu comme nous, est dans la description de ce podcast. J'y vais de ce pas, de ce clic. Mathieu, on peut aussi, si les gens n'ont pas beaucoup de sous, nous laisser un commentaire sur iTunes. Ouais, une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide à remonter dans les classements et on adore lire ça. Ouais. C'est très chouette. Et avant d'accueillir nos invités, on aimerait remercier Laura à la technique. Voilà, qui réalise l'émission. Merci Laura. Alors ce mois-ci, nous recevons Yacine Bellous, humoriste, comédien, scénariste et réalisateur et amateur de Diabolo. Absolument, c'est ça, fan de Diabolo. On t'a vu en faire dans la cour tout à l'heure. Absolument. On a dû te tirer pour que tu viennes enregistrer. Yacine, on t'a vu au Jamel Comedy Club. Oui. Au cinéma, on a pu te voir dans le film Pop Rédemption. Tout à fait. Et plus récemment, à l'écriture et à la réalisation du Trône des Frogs. Oui, c'est la vérité. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Ok, on a des bonnes sources. Ouais, bravo. Merci beaucoup de me recevoir. Clément Vallos, tu es scénariste et réalisateur. Ouais. Tu as récemment signé la série La Louve sur France 4. Co-signé, pardon. Ouais. Et un livre également de l'univers La Louve. Ouais, c'est ça exactement. Co-signé et co-écrit avec Amélie Etas, comédienne de son état et ma pote. Salut Émilie. Amélie. Pardon. Salut Émilie aussi. Oui, salut Émilie. Salut à toutes les Émilie. Et on reçoit aussi Pascal Jobert qui est comédien, réalisateur et scénariste. Bonjour. J'ai fait dans le désordre, tu vois, dans un autre... Oui, ça se mélange. Pascal, tu viens de sortir sur le web une série autoproduite qui s'appelle Has Been. Tout à fait. C'est ça ? Tout à fait, Has Been. C'est une autobiographie ? C'est un point de vue. Ok, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Et avant de commencer, on va faire un petit tour de table et on va vous demander sur quoi vous bossez en ce moment. Yacine, sur quoi tu bosses en ce moment ? En ce moment, je bosse beaucoup sur du stand-up. J'écris beaucoup des passages de stand-up. Pour toi ou pour d'autres ? Pour moi essentiellement. Donc ça, et j'essaye de préparer un documentaire aussi sur l'humour. Waouh, tu peux nous en dire un peu plus ? C'est en préparation, c'est en espérant que ça puisse exister un jour. Voilà, mais c'est un truc d'aller dans plein de pays moi j'ai beaucoup voyagé en faisant du stand-up en anglais. J'étais dans une 15aine de pays et j'aimerais beaucoup présenter des humoristes et des pays à travers l'humour des humoristes comme certains comme Michael Mittermeier qui est un Allemand et c'est un type très drôle mais il a beaucoup de choses à dire aussi sur l'humour de son pays qu'on connaît pas en France, ou Igor Mirson qui est russe, présenter des gars que j'ai pu rencontrer et qui nous expliquent un peu l'ambiance de leur pays et pourquoi l'humour de leur pays est un peu de tel genre ou tel autre. C'était français ce que j'ai dit ou pas ? C'est super chouette, complètement. Ok, cool. Complètement. Super. Toi Clément, sur quoi tu bosses en ce moment ? En ce moment, je bosse sur un projet de 10x26 avec ma chère Amélie Etas d'amour. Toujours inspiré. On va en reparler, mais tu peux pas juste retranscrire un programme court, notre programme court, on peut pas le faire en plus long parce que ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, les mêmes thématiques et les mêmes obsessions, on va dire. Et le sexe, du cul. Du sentiment et de la sexualité, du sentiment, ne pas oublier. Après, moi, j'ai plusieurs projets de séries sur le feu. Et là, je commence le montage d'une petite série docu pour Arte Créative que je réalise sur le e-sport. Voilà, je commence là bientôt. Ça, on aime le e-sport. Très bon choix. Pascal, sur quoi tu bosses en ce moment ? Je suis plutôt sur du long métrage en écriture. Ah, carrément ? Ouais. Ah, toi, tu laisses les deux autres, tu les laisses non, toi, mais là, c'est moins long métrage. Totalement. Moi, je pense que c'est légitime, c'est normal.
Mais j'en ai déjà écrit, donc du coup, c'est plutôt ton job. Ouais, Moi, on m'a déjà proposé d'écrire. J'ai dit pas avant que Pascal il ait écrit le sien, parce que c'est normal. C'est chacun son Je tour. veux arriver après Pascal. Et moi, je peux pas. Moi, je peux pas. C'est normal. Gentleman. Ah bah, c'est gentilhomme. Gentilhomme. Gentilhomme, boum, placement Oui, produit. clac, voilà. Tiens, pourquoi Merci on parle de beaucoup. gentilhomme Ah oui, du coup, un petit mot, Pascal. Un petit C'est mot le moment. sur. Oui, bah, très bien. Bah, c'est sur un podcast que je co-anime avec deux copains à moi qui s'appelle Les Gentilhommes. Mais tu bosses là-dessus aussi en ce moment, du coup. On n'a pas énormément de travail dessus. Ah. Enfin, on travaille par email surtout. Et puis, en général, on finalise tout ça autour d'un bon hamburger 2 jours avant d'enregistrer. Comme le gouvernement français. C'est ça. Il y a moins de conséquences dans notre Ouais, c'est ça. heureusement. Bon, on va écouter ça. En tout cas, nous, ce mois-ci, on parle de format court. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'on est là. Le format court, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelait un peu plus avant les shortcoms et qui sont apparus en France avec le succès notamment d'Un gars, une fille, Caméra Café, Kaamelott, des séries comme ça. Et il y a eu une sorte de période de ruée sur les shortcoms à un moment. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, si vous avez vu un peu cette ruée où toutes les prods à un moment cherchaient de la shortcom, cherchaient leur shortcom qui défonce. Et il y en a eu beaucoup, certaines plus populaires que d'autres. On peut citer Soda, Nos chers voisins, Scène de ménage, qui sont toujours là pour certaines. Et on peut se poser la question, du coup, ça a évolué depuis cette époque-là. C'est quoi une série courte ? Est-ce que c'est des sketchs, c'est de la comédie pure c'est quelle durée ? Parce qu'on constate, en général, c'est entre 1 et 7 minutes dans le genre shortcom. Vous êtes d'accord avec moi ? Pour l'instant, t'es pas mal. Moi, je Pour bois l'instant. tes paroles. Je suis devant. Vraiment, je suis à fond. C'est génial. T'es Dumbledore et je suis Harry. Là. Et au début des années 2000, les programmes courts, c'était souvent des séries de 1 ou 2 minutes qui étaient parrainées par un annonceur. C'était plutôt Mais de la oui, pub. c'est vrai, il y avait toujours un jingle Voilà. un peu, ouais. Du côté de chez vous, des trucs comme ça. Il y avait des Laurent trucs un peu Merlin. qu'on n'aimait pas. Voilà. Après, ça c'est devenu un peu plus écrit et un peu plus humour, notamment. L'écriture s'est libérée et il y a aussi eu des web-séries qui sont apparues et les goûts du public qui ont changé, qui ont évolué. Et on peut se demander aujourd'hui, 2017, pour vous les gars, c'est quoi une série courte ? Oh là là. Ah oui, non, on commence toujours par un truc philo façon bac. C'est tu vois. hyper classe. Hein. C'est hyper classe. Merci. Qui commence ? Je pense Clément. que de toute façon, ça commence par la première. Alors, je vais être très terre à terre et un peu nul, mais c'est la durée, de toute façon. Série courte. Voilà, c'est-à-dire que si t'es au-dessus de. Je sais pas, ouais, tu dis de 1 à 7, moi je trouve 7, ça fait long. En diffusion télé, en tout cas. Kaamelott, c'était 7 à un moment. mais Kaamelott, c'est l'exception hors catégorie. qui nique tout. Pardon. C'est l'exception qui confirme. Enfin, qui. C'est l'exception. Au milieu, voilà. Et après, voilà, je pense qu'il y a des cases à remplir, quoi. En télé, en tout cas, il faut que ce soit comique, il faut que ça plaise, faut choquer à peu près personne, il faut avoir des personnages récurrents. Tu vois, c'est des schémas. Un gars, une fille, c'est que des personnages auxquels on s'attache pour pouvoir fidéliser le public. Et ça, du coup, ça empêche aussi pas mal de choses en termes de. Moi, il y a pas mal de potes qui ont voulu faire des programmes courts, des séries courtes sur chaque fois des persos différents. Pour voir un peu viser plus large, et ça, c'est pas possible. Mais à part ça. Mais on parle de références comme Un gars, une fille, Caméra Café. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui de parler de ce genre de références qui peuvent vieillir ? Bah oui, puisque c'est ce qui existe. Enfin, quand tu vois En famille ou l'autre là, celle dont tu as parlé tout à l'heure, Nos chers voisins, Nos celle chers de voisins, M6, ouais. comment elle s'appelle Scène de ménage. Celle de ménage, c'est le même principe. Enfin, les personnages sont récurrents, c'est des situations. C'est pour moi la même chose que Caméra Café ou Un gars, une fille. Et puis c'est basé sur la vie quotidienne, en fait, pour que le public s'y reconnaisse tout le temps. Voilà, pour pouvoir se projeter dans les persos. Et puis historiquement, c'est quand même les pionniers du truc, donc ils resteront là, quoi qu'il arrive. Donc selon vous, il y aura toujours un gars, une fille like, Scène de ménage like. Ah dans la manière dont se déroulent les choses créativement, télévisuellement parlant, oui. Pour les grandes chaînes en tout cas. Pour les grandes chaînes, oui, puisque de toute façon, je suppose que c'est limite, ils le disent pas, mais en gros, c'est ce qu'ils réclament. Ils disent on veut notre nouveau Un gars, une fille de 2018, les gars. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Donc il y aura toujours. Et surtout qu'on part de programmes qui sont démentiels, quoi. Je veux dire, Un gars, une fille, Caméra Café, c'est génial. Ça reste du coup des références parce que c'était génial. Parce que c'était génial et tu peux le regarder aujourd'hui encore et être marré, quoi. Et ça a pavé la voie pour. Ouais. Pour tout le reste. Alors Pour après, il tout le y a monde. eu des modernisations, c'est-à-dire qu'il y a Bref qui a aussi mis un bon coup de jeunisme entre guillemets en termes de rythmique. Parce que Un gars, une fille, il n'y avait pas de montage, c'était que du plan séquence. Là, je parle vraiment en termes de réal, qui sont des esthétismes et des réalisations qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qu'on vient de voir. Et Bref, par exemple, a ramené un montage dans le programme court qui est vachement intéressant et qui en plus s'adressait à un public beaucoup plus jeune, alors qu'un gars, une fille, Caméra Café, ça visait très très large.
Ouais. en termes de public. Qui était aussi beaucoup plus lourd en termes de production. Ah ouais, putain, respect les gars, quoi. Ouais. Encore respect à Et tous. qui était quand même assez magistral. Je veux dire, c'était bref, massif. ça, je sais pas combien d'années et ça a toujours pas été égalé. Hein. Enfin, je veux dire, dans le format, c'est un format, ça fait quoi? Ça fait 1 minute 30. Mhm. Ils sont arrivés, ça n'existait pas, ils sont arrivés, ils ont révolutionné le truc. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un des programmes les plus magiques qu'il y a eu à la télévision. Hein. Tout à fait, tout à fait. Je suis totalement d'accord. Moi, T'es juste là pour dire que tu es d'accord. Moi, j'ai des copains, donc moi, j'avais 7 vannes qui passaient Oui, dans ma tête en même temps. Et j'ai dit, bah non, je peux pas les dire parce que c'est trop des. Mais Et que tu bref, joues c'est dans Bref, incroyable. mec. Bref, oui, bien sûr. Bref. Si on était dans Chevalier du Zodiaque, ce serait totalement les Chevaliers d'Or, voire peut-être le Grand Pop. Mais le Grand Pop a une image négative. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je pense que ce serait totalement Chevalier du Sagittaire. Totalement. Après, moi, j'ai fait une distinction dans les programmes courts que j'aimerais bien dire, qui est importante pour moi parce que elle fait ce qui se passe un petit peu en ce moment, c'est que à l'époque, quand je matais la télé, les programmes courts, j'ai vu le verbe mater, wow, années 90, c'était des sketchs en fait. Un gars, une fille, c'est des sketchs, c'est que tu peux re-remplir avec d'autres situations. Tu as des personnages que tu peux faire agir en fonction d'un contexte et les personnages, on dirait qu'ils sont immortels. C'est un peu une sorte d'archétype. Alors que Kaamelott ou les séries courtes qu'on a vues ensuite, d'ailleurs, bref, il y a une force qui est celle de la narration. Ils racontent une histoire avec leurs personnages, il y a une vraie évolution, il y a des pertes, il y a des acquis, les personnages changent. Alors que dans Un gars et une fille, souvent c'est un peu le même truc, il s'est rien passé de spécial, ou quand il y a un événement, c'est un truc de dingue, genre waouh, ils vont, ils vont en vacances, ou oh, ils se séparent peut-être. Enfin, moi j'ai pas trop suivi Un gars et une fille, hein, pour vous dire, mais c'est juste qu'à chaque fois que je matais, je disais mais il s'est rien passé de spécial. Alors que quand tu mates bref, si tu as raté quelques épisodes, il est possible que tu comprennes pas la situation. Tu veux dire qu'il y a un peu de feuilletonnant en fait dans C'est le ça. programme Et court. Kaamelott a vraiment dégommé cet aspect-là, c'est-à-dire quand je dis dégommé, c'est positif, c'est formidable, a été au maximum de ça, et donc il est difficile aujourd'hui pour moi de dire ce que c'est qu'un programme court, parce qu'un programme court ou une shortcom ou un programme série, enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça. Comme tu veux. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus un problème de diffusion, c'est un problème de chaîne, c'est pas un problème d'auteur. N'importe quel auteur pourra aujourd'hui, je pense, avec tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il a vu, réadapter son histoire au format, parce que c'est quelque chose qui arrive bien souvent. Quelqu'un fait une histoire pour 10 fois 26 minutes, il peut pas la faire pour 10 fois 26 minutes parce que la chaîne peut pas, il va devoir faire 10 fois 10 minutes, ou peut-être 10 fois 5 minutes. Par exemple, le Trône des Frogs, je l'ai absolument pas pensé comme un programme court. En tout cas, la saison 2, on l'a vraiment pensé au quelque chose de feuilletonnant, avec François Descraques, avec qui je l'ai coécrit, et on l'a pensé en comment on va mettre toutes nos idées dans des capsules de 5 minutes, et non pas, il faut écrire des capsules de 5 minutes, comment on va trouver les idées pour que ça rentre. D'accord. On va y revenir. Tout à fait. Et on va faire un petit peu, justement, Yacine, tu as la parole, tu la gardes. Waouh, oh, Voilà. totem d'immunité pendant 2 minutes. Pendant 3 heures, on va te laisser du coup. On va revenir juste un petit peu pour vous connaître un peu mieux sur votre parcours avant de parler de vos séries respectives. Alors Yacine, ton parcours, quel est-il en très peu de temps? Tu parlais de Paris 8 tout à l'heure, c'est bon parce que j'ai fait aussi Paris 8. Ouais, c'est trop cool. Est-ce qu'on peut mettre la musique d'Amélie Poulain? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que donc à l'école, en fait, au lycée, j'ai commencé à faire du théâtre. J'aimais bien ça. Et j'ai trouvé ça sympathique. Donc j'en ai fait un peu. Le théâtre m'a mené à faire une école de théâtre, mais en même temps que je faisais une école de théâtre, j'ai voulu faire une fac pour faire genre je fais des études. Donc j'ai choisi la fac de cinéma. Et donc j'étais à Paris 8, fac de cinéma de Paris 8. Ah, c'est pas des études, ça, la fac de cinéma, c'est de la triche. Franchement, la fac de cinéma de Paris 8, surtout à l'époque où je l'ai Elle fait, était chouette, non? elle était très sympa. Franchement. Mais il y avait zéro matériel. C'est-à-dire qu'il y Ça- avait une caméra 16 mm quelque part. Ouais, c'est vrai, quelque C'était part. comme On l'a dans le jamais su. Mordor, tu vois, on sait qu'il y a l'anneau quelque T'es une part. légende. Mais je crois que c'est Gollum qui avait cette putain de caméra, d'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les élèves ont plus de facilité parce qu'il y a beaucoup de matériel qui est miniaturisé. À l'époque, moi, c'était genre le moment où les caméras DV étaient presque pas chères. Ouais, D'accord? enfin, Donc, presque. ils étaient toujours T'es chers. gentil encore là. Elles étaient toujours chères. Mais genre 4 ans plus tard, tu pouvais en avoir une pour 100 €. Alors qu'à l'époque, en fait, pour avoir du matos et faire du court-métrage, c'était la misère. Donc c'était vraiment pas de chance. Donc du coup, voilà, j'ai fait cette fac-là qui m'a pas servi énormément sur le plan, comment on appelle ça?
pratique de l'exercice. Alors que sur la théorie, c'est super chouette. Je peux dire des trucs comme l'effet Kuleshov. Oh, effet Kuleshov, trop cool. Le cinéma direct, c'est hyper intéressant. Carrément. C'est là qu'ils ont fait les, comment on appelle ça, les micro-cravates, tout ça. Ça a été inventé par le cinéma direct au Québec. Comme par exemple dans ce documentaire, pour la suite du monde. Waouh, quand tu bois des verres et tout, c'est cool. Donc j'avais ce background-là et je me dis, tiens, ce background culturel, où est-ce que je peux l'exploiter ? Au Jamel Comedy Club. Donc je vais au Jamel Comedy Club et je fais du stand-up là-bas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment écrire professionnellement, c'est-à-dire à écrire des pastilles, des trucs qui sont plus de l'ordre de la fiction dans un cadre pro. Et l'un des premiers, ça a été l'histoire racontée par des chaussettes avec mon pote Dedo. Voilà. Eh ben on va en écouter un extrait tout de suite. J'ai réfléchi à de top. Donc, c'est l'invention de la minute, c'est Attends. comment ils ont inventé D'accord. la seconde. Alors, pardon. Les invents oui, de la ça. seconde. Tu peux le refaire quand même? Bien sûr. Il y a un De moment top. où je ris, Ouais. le moment où je rigole. Ah, vous allez- D'accord. Voilà. Eh ben, bon alors, on est dans le débat d'idées, d'accord? Tout à fait, on discute. On On discute, on C'est pas une discute. critique, Non, faut pas non, le rien prendre n'est mal. figé. Moi, je pense que c'est pas assez précis. Ah, Voilà, parce que ça finit pas vraiment. oui, Tu oui, vois oui, 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 oui. Et voilà, moi, si tu permets, j'aurais pensé à un truc plutôt comme de top. Alors bon, là, on laisserait. Oui. D'accord, on laisserait un petit peu. D'accord, je vois le... Tu vois et bon, là, l'ambiance, elle s'installe. Oui. Et au moment et là, il y a une fin. Tu vois, et top. C'est bien. C'est bien? C'est très bien. Ouais. Alors après, il dit c'est bien. Et il dit c'est bien, mais c'est fouillis. Et comme on a enregistré tout d'un trait, c'est un moment où vraiment il y avait un seul micro. Je me suis baissé parce que vraiment je m'empêchais de rigoler tellement il me fait rigoler. Voilà, je pouvais plus revenir. Et donc après il improvise, il dit de la merde pendant 10 secondes parce que moi je suis par terre comme ça en train de mettre dans la bouche. Et Euh, Vous enregistrez la voix en même temps que la gestuelle. Non, on enregistre d'abord la voix. En fait, j'ai copié sur un truc sur South Park. J'ai vu comment ils faisaient South Park. Et ils enregistrent les voix bien avant. Et puis après, ils font un montage Dans son. le documentaire 6 Days in the Making. Oh, certainement ça. Peut-être Ouais. c'est ça, ou je sais plus où j'ai vu, mais je sais qu'ils faisaient d'abord bien les voix. Une fois que les voix, c'est drôle à l'audio, parce qu'on peut changer un peu, on peut Mhm. couper, on peut monter, on peut faire des trucs. Hmm. Une fois que c'est vraiment drôle à l'audio, là on fixe, on dit on veut garder ça, ce sera ça, et après on enregistre les marionnettes par-dessus. Yacine, juste sur ce projet, c'était quoi l'idée à la base en fait? Comment vous vous êtes dit on va se lancer Bah, là-dedans? Alors l'idée à la base, c'est rigolo parce que on nous a demandé de faire un passage au Grand Journal où il y avait Édouard Baird. Et Édouard Baird faisait un spectacle qui s'appelait genre Le Grand Mezzé, enfin je sais plus c'était quoi exactement le nom, mais ça venait du Grand Mezzé avec plein d'artistes. Et c'était des artistes de cabaret, il y avait des gens qui faisaient des tas de choses différentes, dont du bolas, Dont du bolas. du diabolo. Et en gros, non, mais je plaisante, mais il y avait plein de choses variées, c'était hyper classe et tout. Et Dedo et moi, on devait faire un petit passage, des petites blagues là-dessus. Donc on avait préparé plein de petits éléments de cabaret. Et moi, j'avais une idée sur un truc des chaussettes qui s'appelait L'histoire du monde racontée par les chaussettes. C'était un sketch unique. J'en avais parlé à Dedo et et en rigolant, on a développé, si tu veux, Jésus et Judas. On avait fait une blague qui est devenu un des premiers épisodes de l'histoire racontée par des chaussettes. Et donc on l'a fait devant Édouard Baird. Et on a tellement rigolé après sur ce délire-là, on a dit bah viens, on en fait une vraie petite série. On fait plein de sketchs et on les a fait avec les moyens du bord. Et on a fait 6 premiers épisodes qui sont encore disponibles sur YouTube. Genre on a tout fait nous-mêmes avec Nadia Raymond, François Adnaud, tout ça. Et donc ça va être les 10 ans bientôt. Et on prépare. Donc on a fait un Ulule là récemment pour ça. Voilà, pour essayer d'encourager les gens à nous aider à en refaire d'autres. Et la volonté dès le départ, c'était d'être sur le web Non, pas du tout. Notre volonté à la base, c'était d'être une de ces fameuses programmes courts, parce que je vous rappelle qu'en 2007, YouTube à l'époque s'est flingué. Il n'y a pas autant d'effervescence que maintenant. En 2007, nous, on a mis sur YouTube, on était des oufs déjà. On était au sommet de la vidéo. C'est-à-dire que nous, on avait genre 1000 vues par jour avec les chaussettes. On avait l'impression d'être des rockers. On était des stars. On était ça, en vraiment. 2007, On était au maximum du kiff. Waouh, c'est impossible. Il y a 1000 personnes qui ont regardé notre vidéo. Des fois, on atteignait 2000. On était là. Mais c'est l'engouement total, la frénésie. Tu sors de la rue, tu crois que les gens vont te reconnaître. et Voilà, tout. c'est ça. Et t'oublies Alors que t'étais une chaussette qu'aujourd'hui, il aussi. me semble que genre en un jour, tu peux faire des 1 million. Il y a certains humoristes Ah bah ouais. qui Ah ouais, font ouais. 1 million très facilement. Mais nous, on était mignons, si vous voulez. Genre quand YouTube nous ont dit, hé les gars, on peut monétiser. Nous, on était là, mais jamais l'indépendance. Mais vous êtes fous, quoi. Faire en sorte que les gens regardent une pub avant les chaussettes, mais c'est mort. On le fait pas. Et après, 10 ans plus tard, j'ai dit à Dedo, on était un peu des teubés ou pas? Ou je sais pas si c'était bien ou c'était pas bien. On sait toujours pas. Donc voilà, on a mis sur YouTube parce qu'en fait, bizarrement, on l'a proposé à plein de chaînes et ils nous ont sorti
des arguments qui sont bizarres, mais ils en ont pas voulu. Ils disaient que les personnages n'étaient pas récurrents, qu'il n'y avait pas de ligne rouge. C'était très étrange. Il n'y avait pas de ligne directrice. Voilà. Alors que la ligne directrice, c'est l'histoire. Les personnages récurrents, c'est genre les chaussettes, bien Jésus, sûr. Judas, Ouais. Léonard de Vinci, des gens que tout le monde connaît. Mais c'est pas passé. Mais bizarrement, l'une des premières touches qu'on a eues, c'était avec la production de Kaamelott, Kalt, qu'avait adoré. Et voilà. Et encore big up à Fanny et Agathe qui nous ont aidés à l'époque, qui nous ont vraiment encouragés. Parce que c'était un programme très bizarre. C'est des chaussettes dans un petit théâtre de marionnettes. Combien d'épisodes il y a eu? On en a fait, alors, en tout, je crois qu'il y en a 11, je crois, hein, si je compte... non, il y en a 16. Parce qu'il y a... non, 15. Il y a un pilote de 6 épisodes, et avec Golden Moustache, qui ont été Vous en avez suffisamment refait cool pour nous Ouais. aider à en reproduire, on en a fait 9. Voilà. En gros, on en a fait 15 sur pratiquement 10 ans. Et là, on essaie d'en refaire d'autres. Mais franchement, les 6 premiers, c'était une vraie aventure rigolote. Et ça se sent, hein, c'est super, c'est ça qui se. Donc là, c'est en On avant écoute. le reboot, quoi. Ah, j'espère. Et j'espère qu'on sera autant à l'arrache que sur le premier pilote. Parce Ouais, que garder vraiment, l'esprit, c'est ça. Il ouais. y a des feuilles dans un épisode sur le Vietnam, il fallait faire un peu de la végétation. Il y a des feuilles que j'ai pris dans des arbustes dans le jardin de mes parents que j'ai agrafé moi-même. Donc c'était pour vous dire que après Golden Moustache nous a aidé à être un petit peu plus professionnels. Ils vous ont Mais- fourni les agrafes. Ils ont fourni les agrafes. Mais vraiment c'était trop marrant. Ça me rappelle une. Enfin, je sais pas si tu te souviens de cette série qui s'appelait Les Contes des Faits. Je sais pas si ça te parle. C'était des contes, des contes de faits j'adore. et c'était vraiment du bric-à-brac, du bricolage de J'adore ce dingue. genre de truc. C'était super. J'adore le côté suédé des choses. Moi, Michel Gondry, c'est une de mes idoles totales. Donc, j'aime bien le côté on fait avec ce qu'on peut, ce qu'on a sur le moment. Voilà, ouais. Et ça donne une énergie particulière. Bizarrement, il y a tellement de défauts dans ces épisodes, mais je les aime. Les gens vraiment les aiment aussi. Et c'est beau parce que c'est un côté humain. Ça parle de Mais l'humanité. c'est ça qui les rend beaux. C'est les artisanal. C'est ça. C'est ça qui est marrant. Et puisqu'on a un podcast sur l'écriture, est-ce que tu peux nous dire un petit peu deux mots sur comment vous avez écrit avec des dos Comment Avec ça se passait plaisir. en Moi, fait, je veux bien vous dire, mais j'ai peur de décevoir les gens parce que On veut en fait, savoir on la fait vérité. beaucoup d'improvisation et on s'aime beaucoup. En fait, on fait des blagues très facilement dès qu'on est ensemble et donc on improvise énormément. On choisit un thème. Et quand on a une blague qui nous fait suffisamment rire, on la note. C'est vraiment hyper simple. Par exemple, d'ailleurs, l'épisode là que vous avez montré, on l'a quasiment fait en improvisation devant le micro parce que en fait, c'est comme ça qu'on s'amuse le plus. Après, quand on essaye vraiment d'écrire et de faire en sorte de travailler, le plus difficile, c'est d'éditer, c'est de couper les improvisations parce qu'il faut sélectionner à la fois ce qui va être de l'ordre de la petite histoire qu'on doit raconter. Je veux dire que même si c'est un sketch, il y a une histoire à l'intérieur du sketch. Là, par exemple, les Babyloniens font une réunion et à la fin de la réunion, ils choisissent la seconde, ils choisissent le temps. Même si ça paraît être une sorte de petite histoire simple, eh ben, il faut savoir à quel moment on va la terminer et à quel moment il y a une bascule, quelles sont les ruptures. Tout ça, c'est des choses à choisir, qu'on va choisir dans le montage. Et par contre, dans la production du matériel, on va être vraiment bon là-dedans. C'est notre point fort parce qu'on fait des impros et ça nous fait rigoler. Super. On va parler du Trône des Frogs Avec plaisir. et on va s'écouter un petit extrait de l'épisode 1 de la saison 2. Clarisse, Délire. on est d'accord que cette histoire de cogestion avec Kylie, c'est n'importe quoi. Alors, je me demandais, est-ce que tu pourrais pas faire ce que font les femmes? C'est-à-dire? Ce que font les femmes, quoi. Tu le séduis avec un filtre d'amour, après tu couches avec lui de façon totalement débridée, et puis dans son sommeil, tu le tues. Et t'aspires son âme, le regard tourné vers les flammes de la cheminée. Je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je suis pas une sorcière. Bien sûr que non. Personne n'est une sorcière. Je ne tue pas les gens. Ok, pas de soucis. Admettons. Ok. Vous pouvez me faire rigoler, Baptiste. Est-ce que tu peux nous parler du Trône des Frogs pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, Qu'est-ce que c'est? D'où ça le vient? Trône des Frogs, alors ça vient en fait de l'époque où j'étais à fond dans Game of Thrones, c'est-à-dire genre 2014, comme tout le monde quoi. Comme beaucoup de J'étais à gens. fond dans Game of Thrones et j'avais vraiment envie de faire un spin-off parodique parce que j'aimais beaucoup Parks and Recreation, qui est une série dont je suis très très fan et j'avais envie de faire un mélange spin-off entre Parks and Recreation et l'univers de Game of Thrones. Alors, un truc hybride un peu bizarre. Un documentaire Un médiéval. documentaire médiéval, exactement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs dans la saison 1. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de mélanger les deux univers et ça a donné, au début ça s'appelait Thrones and Recreations.
D'accord. Et en fait, l'idée, c'était vraiment juste de prendre les deux trucs bruts, de les mélanger et de voir le monstre que ça faisait, quoi. Et c'était censé être plusieurs petits sketchs. Et à la finale, avec Golden Moustache, on a présenté ça à plusieurs diffuseurs, etc. Et finalement, c'est devenu une sorte de petite mini-série. Donc la saison 1, ça a été vraiment une sorte de documentaire un peu bizarre qu'on suivait. On suivait les personnages dans un monde médiéval, comme dans un reportage. Donc il y avait des face cam et tout ça. La saison 2 a été un peu plus feuilletonnante parce qu'en fait, on a pris beaucoup d'échos de la part du public, de la part de professionnels sur la saison 1. Donc plutôt que de rester campé sur nos positions, on a écouté les gens, on a dit alors qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu. Beaucoup de gens étaient décontenancés par la caméra qui bougeait trop, etc. Donc on a essayé de se calmer là-dessus, de feuilletonner un peu plus. Et la saison 2 est un peu différente, mais je trouve que c'est très rigolo parce que c'est une vraie évolution de série, un peu comme dans Le Visiteur du Futur, il y a le temps qui a évolué, il y a la façon un petit peu de filmer qui a évolué. Donc voilà. Et la saison 2, je l'ai coécrit avec François Descraques, et les deux saisons ont été co-réalisées avec David Tabourier, qui est un génie de l'image et à qui je rends hommage bien fort dans mon petit cœur d'enfant. Est-ce que les mystères sont de mise? Les mystères sont de mise, c'est le truc qui m'a fait le plus rigoler quand j'écrivais cette merde. C'est sûr qu'à chaque fois, les mystères sont de mise. Et la chance aussi de pouvoir jouer avec des très très bons comédiens comme Aude Goni-Goubert, Nicolas Bernot, Dedo et Baptiste Le Caplin, qui est formidable. Et donc, s'amuser avec eux, ça a donné vraiment ce ton-là, un peu chelou, un peu, comment on pourrait dire, très décontracté. Je voulais vraiment faire un truc très très décontracté, très simple, et j'espère qu'on a réussi. Gontran, comment c'est arrivé ça? Gontran, J'adore là là, Gontran. mais moi ça me fait trop rigoler. En fait, à un moment donné, il fallait écrire un épisode d'infiltration. Et si vous voulez, on avait vraiment toute une trame, toute une structure. Et moi, je devais. En fait, la façon dont ça se passait, c'est que avec François, on discutait sur comment on appelle ça. Je vais dire des faux mots, d'accord? C'est pas très précis, mais genre des squelettes, des structures, des architectures d'épisodes qui nous permettraient ensuite d'y mettre du dialogue et de la matière, plus de choses, on va dire organiques. Mais il y a un moment où, dans notre histoire, dans notre architecture, le héros que fait Baptiste, qui s'appelle Bélier, devait infiltrer le château pour aller sauver sa chérie. Et moi, je suis un gros gamin, vraiment. Je viens du théâtre et j'adore les perruques, les barbes, dans les spectacles de théâtre, d'accord? Et donc, il y a un moment donné, je dis, mais comment il va s'infiltrer et tout? Comment il va faire? J'étais en galère. Et je dis, bon, ok, il va s'inventer un personnage. Et comme Bélier ne connaît rien de la vie, ne connaît pas son peuple, il sait rien, il a grandi dans une prison dorée, il s'est fait son image de ce que c'était qu'un villageois, et il a créé le personnage de Gontran le villageois. Et Gontran le villageois, c'est un des trucs qui nous a fait arrêter le tournage. C'est le seul truc où tout le monde pleurait de rire parce qu'il faisait vraiment une voix de merde. Et c'est avec Baptiste qu'on l'a créé. C'est-à-dire que j'ai fait un Skype avec lui et je lui dis vas-y imite un mec et tout. Et il faisait de la merde en Skype. Et on a tellement rigolé que Gontran le villageois est né comme ça. Et je pense que c'est dommage parce que c'est une des blagues, je pense que le public, peut-être, je sais pas si ça a été la blague préférée des gens, mais nous sur le tournage, ça a été la blague qui nous a vraiment mis une bonne ambiance pendant toute une journée. Avec des comédiens qui ont autant de personnalité, est-ce que tu les inclus dans l'écriture du coup? Totalement, en fait, surtout, je leur laisse énormément de liberté. Je me permets pas de les diriger trop. Je leur demande comment ils souhaitent être dirigés. C'est un truc que je fais vraiment parce que je suis moi-même comédien et des fois, on me pose pas la question et c'est très désagréable. Je leur demande ce qu'ils aiment faire, s'ils sont d'accord avec leur rôle déjà, s'il y a des choses qui les gênent, parce que s'il y a un mini truc qui te gêne dans le rôle, des fois, t'as pas envie de le faire. C'est ça. C'est genre, ok, c'est le héros de l'histoire, il va sauver la princesse, mais il adore manger son caca. Et tu fais, ok, je sais pas comment je vais interpréter le côté manger son caca. Puis non, mais il adore sauver la princesse, il va y arriver à la fin, mais en fait, il mange de la merde tout le temps. Il a toujours des petits chips de caca sur lui. Non, alors voilà. S'il y a des choses qui gênent le comédien dans sa lecture, dans son envie de jouer le personnage, c'est très désagréable pour lui, donc il faut lui demander. Alors, on les gère pas, c'est des gens qui ont beaucoup de personnalité, il faut essayer de les laisser faire, il faut essayer de leur donner une marge de manœuvre, et souvent, ça fait des impros merveilleuses. La différence entre l'écriture de la saison 1 et la saison 2, comment ça s'est passé de l'une à l'autre? Comment tu as travaillé sur la première? Comment tu as travaillé sur la seconde? En fait, la première, j'étais surtout en vase clos parce que en fait, pour moi, c'était une série de petits sketchs qui se finissaient avec énormément de références à Game of Thrones.
de geek. Et la saison 2, j'ai dit, en fait, on va juste raconter une histoire. J'avais eu un bout d'histoire que j'avais déjà en tête, une petite structure. Et en discutant avec François Descraques, qui est, moi, je suis ultra fan et j'adore sa façon de développer les histoires et qui est vraiment hyper fort, ça m'a énormément inspiré et j'ai pu aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on a développé les archétypes des personnages, mais sans en faire des clichés. Donc, on a vraiment bossé sur les archétypes, les endroits où il y avait des nœuds dramatiques, où les personnages se recoupaient, essayer de développer des enjeux vraiment plus forts, comme vraiment la mort de gens, ou le fait de perdre totalement son identité, d'avoir un vrai ennemi, une vraie vengeance, de vouloir vraiment assassiner quelqu'un. Ces enjeux-là sont des enjeux qui sont forts, mais qu'on a traités par la comédie. Est-ce que ça répond à quelque chose ou vraiment j'ai fait un dérapage, je suis parti dans un petit buisson et... Non, c'est bon ? Non, c'est super intéressant. Les auditeurs jugeront. Oh, non, mais je veux dire, c'est même pas ça. Des fois, on me pose une question. On me dit, t'aimes bien les tartes aux pommes? Alors déjà, il faut que je vous parle de mon rapport aux pommes. Et manger son caca. Voilà. Non, mais manger son caca, j'espère que j'ai choqué personne. Mais des fois, on vous propose des rôles, je vous assure, c'est pas facile d'être un comédien. Donc, si vous êtes amené à diriger, je vous dis, demandez aux comédiens qu'est-ce que tu penses de ton rôle, est-ce que t'es cool avec? Ils vont vous adorer. Prendre en compte les sentiments du comédien, c'est un truc des fois qui se fait pas sur un plateau. Et c'est terrible. Et est-ce que tu as eu des échos de cette deuxième saison? En général, les gens aiment bien. Qui est sorti récemment, qui est sorti. Ouais, c'est sorti il y a pas longtemps, c'était fin janvier. Pour le moment, les gens que j'ai croisés, mais moi je croise souvent des auteurs ou des copains qui sont dans ce métier-là, les gens aiment bien. Au niveau du public, on a eu quelques retours aussi sur Twitter ou bien Facebook. On a eu des trucs plutôt cool, donc je suis content et j'espère qu'on a réussi à raconter l'histoire comme il fallait, quoi. Y aura-t-il une suite? Pour le moment, on sait pas. Moi, je suis comme vous. J'aimerais bien qu'il y en ait une, mais je sais pas. Wait and see. Ah, wait and see de ouf. Clément, t'es chaud? Ah bah grave. On va parler de toi un peu maintenant. Ah bah désolé. La même, hein? La même. D'où tu viens, comment Très comment vite. t'es arrivé ici? Moi, Comment t'es arrivé là? J'ai fait un Qu'est-ce que tu fais lycée cinéma dans le sud de la France. Après, j'ai fait un BTS audiovisuel de montage parce que je suis un peu technicien dans l'âme. Après, j'ai été à Paris 8 faire. Ouais, mon gars. C'est pas vrai. Paris 8 style grave. Où j'ai passé, j'ai passé un an à boire de la Manzana et de la Smirnoff Ice. Quand je m'ennuyais, je suis parti faire barman à Dublin pendant 2 ans. Et après, je suis revenu à Paris. C'est pas vrai. Si. Et après, je suis revenu à Paris et là, j'ai fait montage. J'ai fait du montage parce que c'est mon premier vrai métier. Et à côté, moi, j'ai toujours écrit. Et puis, j'avais une asso avec des potes où j'ai fait du clip et un peu de court-métrage. Et puis, les choses allant, maintenant, je fais beaucoup moins de montage, voire plus du tout. Et je fais surtout de la réal et de l'écriture. Voilà, pour le parcours. De l'écriture sur... Alors, sur ce qui nous concerne aujourd'hui, la Louve essentiellement. La Louve, c'est quoi la Louve? La Louve, c'est un programme court qui a été créé par Amélie et Tass. Qui est une nana que je connais depuis 7 ans maintenant, et en fait on a le même agent et en fait elle je vais pas raconter le côté perso parce que elle est pas là donc je m'engage pas, donc elle a été amenée à créer un personnage comme ça, d'une petite nana qui parle des problèmes sentimentaux des filles féminins, et elle avait fait un pilote avec son iPhone qu'elle m'avait demandé de monter. Parce que voilà, j'étais encore monteur à l'époque. Et il y avait déjà tout en fait à l'intérieur, sauf que c'était vraiment techniquement tout à l'arrache, quoi. Et c'était un peu long. Et voilà, moi je suis un peu de l'école rythmique. Il y a des réals qui sont chef-op et il y a des réals qui sont monteurs. Et il y en a qui sont juste scénaristes, mais c'est pas grave. Et moi je trouvais que il fallait resserrer. Donc j'étais ça c'est bien si tu coupes un peu machin. Et elle m'a dit est-ce que tu veux écrire avec moi? Et puis on a passé un deal. Donc on écrit à 2, elle joue et moi je réalise. Et comme ça tout le monde est content. Et c'est comme ça, on a écrit 5 épisodes pilotes qu'on a fait tourner un peu partout. On a eu des accroches sur Canal et tout ça. Et puis au final, on a trouvé un producteur. Pardon, avant ça. On a eu des accroches sur plusieurs chaînes. Et au final, c'est Studio 4, donc la plateforme web de France 4 qui nous a produit. Et voilà. Eh ben, on va s'écouter un extrait. Ah, la passion des premiers jours, les papillons dans le ventre, le lolilol-di-love. Comme tout ça vous paraît loin. Malgré l'amour, le temps a fait son œuvre et votre couple est devenu aussi passionnant qu'un épisode de Derrick, un jour de pluie. Mais alors, elles font comment vos copines pour patauger dans le bonheur alors qu'elles sont maquées depuis des années? C'est un travail de tous les jours. Mais on est tellement complémentaires avec Julien. Non mais, en vrai. On n'a pas baisé depuis la chute du mur de Berlin. Et je me demande si c'est encore la peine que je m'épile. Y a pas de secret. C'est juste des grosses mythos. Tout le monde n'est pas obligé d'être au courant de vos petits passages à vide, hein. Souriez. Maintenir l'illusion vous évitera bien des questions et des désagréments. Ça fait rire Pascal. C'est bien. Gentilhomme. On n'a pas baisé depuis la chute du mur de Berlin, c'est très rigolo. Elle est belle.
C'est une série de conseils en fait. Alors en fait, La Louve, c'est une série qui se destine à un public avant tout féminin, mais les hommes s'y retrouvent aussi. Et c'est en fait La Louve, c'est L-O-O-V-E, et c'est une contraction de love et de lose. Donc c'est pour les loseuses de l'amour. D'accord. Voilà, parce que ça, ouais, c'est mignon. Parce qu'en gros, pour la faire. C'est dans le générique. Hein. Bah ouais, mais bon, c'est rapide. Et en gros, on aborde. Nous, on n'est pas du tout feuilletonnant, mais parce que le côté, on donne des conseils. Ne s'y prête pas. Ça, la mécanique, t'es prévu. Voilà, pour en ça. fait, la mécanique, c'était un épisode égale une thématique, et toujours lié au sentiment ou à la sexualité essentiellement féminine. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu des contraintes inhérentes au fait que ce soit France 4 Studio 4. Non, ça a été plutôt cool parce que, en gros, on a eu la chance d'avoir un producteur qui a investi sur fonds propres pour qu'on tourne 3 pilotes sur les 5 qu'on avait écrits, et qui étaient déjà plutôt classe visuellement, parce que j'ai la chance d'avoir des équipes super talentueuses, donc c'était plutôt pas moche direct, et ça posait bien le monde. Et du coup, quand Studio 4 a vu ça, ils ont fait bon, il y a tout, il y a le ton, il y a la mise en scène, changez rien. J'achète, c'est ça. Voici Juste... $1 million. Non, oula, si seulement. Et en fait, le truc, c'est qu'ils nous ont juste dit quelles sont les thématiques que vous voulez traiter. Et c'est là où il n'y a pas eu de négociation, vraiment, il y a eu des discussions. Parce que vraiment, je tiens vraiment à souligner, Studio 4 là-dessus, on était vraiment super cool. Et nous, on avait fait une 60aine de thématiques qui nous intéressaient pour 12 épisodes à la fin pour la saison 1. Et là après ça a été choisi en bonne intelligence entre nous, et puis on est parti avec 12 épisodes sous le bras pour la saison 1, et puis on a commencé l'écriture. Et pour la saison 2, ça a été la même chose. Comment s'est passée l'écriture avec Amélie? Alors nous on a trouvé une méthode qui marche bien, en tout cas. Une méthode. Voilà, en tout cas pour ce projet-là. En gros, on avait nos épisodes, nos thématiques, et on s'est dit, en fait, l'écriture à deux, ça peut être problématique. Moi, j'aime pas le côté on s'assoit à deux, et puis je t'écris une phrase, et puis non, moi j'aime pas ce mot-là et tout. Enfin, ça peut vraiment devenir relou. Je vois Yacine qui plus soit à ouais, côté. Yacine a l'air d'accord. Yacine ouais, coche la tête. ouais. Donc nous, on s'est dit on va partir des V1. On va chacun faire des V1. Donc on a on a pris 6 épisodes chacun, ceux avec lesquels on était plus à l'aise, et on a tous les deux fait nos V1 des 6 épisodes dans notre coin. On a filé nos V1 à l'autre. Donc la V2, moi c'était un dérivé de la V1 d'Amélie. Donc je me basais sur sa façon de voir le truc. Et une fois qu'on avait nos V2, pour le reste, on s'assoit ensemble et là on discute. Mais en fait, comme ça, on a tous les deux le sentiment qu'on ne s'est pas fait spolier, parce que la moitié des épisodes est basée sur ce que nous, on aime des thématiques. Et après, c'est juste un taf d'écriture à deux. Alors, la chance que j'ai, moi, c'est que, et que peut-être toi, tu dois avoir, Yacine, c'est que Amélie, c'est la comédienne principale. Donc, l'avantage, c'est qu'elle peut jouer. Comme c'est énormément de texte. Ah ouais, c'est sûr. Voilà. Et moi, en termes de direction d'acteur, donc c'est marrant ce que tu disais, c'est que moi, je déteste. Enfin, j'arrive. Généralement, tu sens quand un comédien il est pas à l'aise avec le texte qu'on lui donne. Et moi, j'ai une de mes règles d'or, c'est que je fais des dialogues qui sont témoins entre guillemets, même si on les bosse. Hein. Mais l'un des premiers trucs, je fais beaucoup de répètes au maximum avant le tournage. Et si t'es pas à l'aise dans le texte, si t'es pas à l'aise dans la diction, dans le flow, parce que vraiment pour moi, c'est sur mon côté monteur, c'est que tout ça, c'est une rythmique. Il faut vraiment que ça, et j'espère que ça se voit dans La Louve. Pas du tout, non. Non. Mais tu vois, moi, des fois sur le tournage, je suis relou parce que, en gros, tu peux changer les mots, mais il faut qu'on garde la rythmique de la phrase. Donc s'il y a 12 syllabes dans une phrase, très bien, tu changes les mots, mais tu m'en mets pas 11 ni 13. Mais on peut garder les notes au niveau des notes. Voilà, ça c'est va ça. Si c'est un fa dièse ou si c'est si c'est un fa dièse, ouais, c'est ça. Du coup, ton montage vidéo, il est déjà dans l'écriture. Moi, j'écris, je storyboard tout. Et après, c'est de la direction d'acteur. Wow. Voilà. Et le montage, au final, c'est quelque chose qui est cool, parce que moi, ça me rassure en tant que réal. J'aime bien quand je laisse la place à l'impro, hein, évidemment. Quand on a des super comédiens super talentueux, c'est génial quand ils te sortent une punchline, c'est cool. Bon, tu les coupes au montage, mais tu les laisses faire. Pas forcément. mais c'est vrai que le montage, je pose quoi. Sur La Louve, on a, je sais pas, on a peut-être 10% de déchets. Mais vraiment, c'est super optimisé. Alors, c'est casse-gueule parce que si ça marche pas, on n'a pas de solution de retour. Mais c'est aussi, et là, c'est un petit tips pour les gens, c'est aussi une bonne façon de ne pas laisser le choix aux producteurs et aux diffuseurs. Non, j'ai que ça. Tant pis. Et tu feras avec bien sûr. Je peux voir les scènes coupées ? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Donc voilà. La méthode de travail, en tout cas, c'est ça.
Et après, au tournage, c'est vraiment. Moi, je peux faire beaucoup de prises parce que justement, s'il n'y a pas cette rythmique de l'écriture, c'est pour ça que je parle du tournage maintenant parce que vraiment. Oui, c'est important dans le process. C'est super important. Et il y a des fois, on fait 18 prises. Alors, c'est marrant parce que moi, il m'est arrivé avec. C'était Bruno Lopez, qui est chez Canal aussi. Et qui, au début, il n'avait pas compris ce que je voulais, en fait. Et une fois qu'il a compris le truc. Une fois que j'ai trouvé les mots, en fait, c'était de ma faute, c'était pas lui qui avait pas compris, c'est moi qui m'étais mal exprimé. Et là, en trois prises, c'est fait. Moi, j'ai une phrase que je dis, c'est on fait la même mais en mieux. Et c'est très abstrait parce que les comédiens comprennent pas. Ouais, c'est hyper angoissant pour un comédien cette phrase parce qu'on l'entend souvent et ça dit mais en fait, t'as donné le meilleur et là on te dit qu'il faut faire encore mieux. Mais en gros, ça veut dire ok, maintenant on a ce qu'il faut, mais maintenant fais-toi plaisir. Et à partir de là, on a les trucs qui peuvent arriver. Rajoute un petit brin de magie par-dessus. Bah, grave, la magie les mystères sont de mise. Exactement. Les mystères sont de mise. Les dragons dragonnes. Ah, ça c'était très marrant parce que c'était c'était drôle. vraiment la phrase la plus pourrie. J'ai essayé de trouver vraiment, tu sais, une réplique nulle. Et les dragons dragonnes, j'ai dit, je pense que je peux pas faire plus pourri en termes de. Bah, j'attends la devise de la saison 3. Oh putain, j'aimerais bien en trouver encore une plus nulle. On fait la même en mieux. Non, ça marche pas. Ouais, moi je dis ça aussi des fois aux comédiens, je leur dis on en fait une rigolote entre nous. Mais généralement, je suis chiant sur certains points de détail de la séquence, mais j'essaie de laisser du mou pour qu'ils puissent s'amuser, parce que comme en fait ça se sent tout de suite, hein. C'est vrai, je sais pas si t'es d'accord, mais quand les mecs s'amusent, ça se voit tout de suite à l'écran et c'est mieux en fait. Donc il vaut mieux suivre la matière humaine, j'ai envie de dire, que de rester bloqué dans son texte, quoi. D'où les répétitions. Je pense les répètes, pas mal de répètes permet de pareil, j'ai pas passer. voulu couper Clément, mais ce qu'il disait, je suis 100% d'accord avec lui. Réunir l'équipe, faire lire le texte, demander aux gens ce qu'ils en pensent, changer les dialogues, leur dire, les prévenir qu'ils peuvent ne pas respecter forcément le texte. C'est quelque chose qui débloque vachement. Vous êtes beaucoup dans les retours en fait, vous attendez aussi que... Bah ouais, on est une équipe. Pascal. Mais c'est intéressant parce que par rapport à ce que tu dis au dialogue, c'est 50-50 en fait. Il y en a que ça débloque, il y en a au contraire qui sont très respectueux du texte, mais que ça rassure. Mais c'est bien de pouvoir avoir de savoir en fait ce qu'on peut faire. Et ce que tu disais sur le rythme est tellement juste, surtout en comédie. Moi, je l'ai pas fait sur ça parce que je l'ai pas monté, mais sur un autre projet où je me suis retrouvé à un moment à faire des corrections de montage et j'avais pas les images en fait. Parce que c'est de la comédie et en fait on monte au son et j'ai vraiment une séquence sur laquelle je galérais, on l'a monté au son et après on a retrouvé les images qui allaient dessus, mais du coup ça marche au son et c'est vrai que la comédie ça marche au son. Ouais. Enfin ça doit pouvoir fonctionner. C'est vrai. D'où les chaussettes. Ça marche au son en fait. On fait des boucles incroyables. Mais tu vois, c'est en termes de. C'est vraiment vrai. Et du coup, en termes de mise en scène, nous, la Louve, on est très basique, entre guillemets, c'est 2 plans, tu vois, large et serré. Alors, on essayait de faire un truc joli parce que au début, on nous a dit oui, mais c'est Internet, on s'en fout. Bah non, c'est pas. Au contraire, mec, tu vois, c'est la télé qui est vieille. Le respect est mort. Ah bah, le respect est dead, mon gars. Et du coup, on a on a fait des jolis tableaux, tu vois, les plans de la Louve. J'espère, en tout cas, c'est beau à regarder. Et du coup, la mise en scène, ça s'oublie complètement. Ceux qui disent ça sur le web, ils s'en sortent comment sur Internet? Ils sont pas besoin vu qu'ils gagnent de l'argent à la télé. Et c'était tourné où d'ailleurs La Louve, décor de bibliothèque ça a été chez des gens, ça a été très folklore. Le tournage de la Louve, ça a été assez intense. On aurait pu faire ça sur du fond blanc ou sur du fond vert et puis mettre mais moi j'aime bien le côté, j'aime bien quand c'est beau. Et puis j'ai une équipe qui me suit. Donc, et que je suis aussi. Et du coup, on a fait ça chez des potes, dans des bars. Ça a été système D, galère, mais vraiment cool. Voilà. Vous aviez beaucoup de contraintes pour l'écriture, notamment de la série, ou même la production? C'est plus des contraintes de... Non, en écriture, vraiment, ça a été top. Il n'y a pas eu... Il y a peut-être... Allez, sur 2 saisons, il y a 3 vannes qui ont été... où on nous a dit... Là, les gars, ça craint. Ou il y en avait une où on comparait les enfants aux nazis et des trucs. Tu vois, des thématiques, des sujets un peu touchy. Et puis tu te dis ouais c'est chiant, j'ai pas envie, puis t'attends 2 minutes et puis tu dis ouais mais en fait c'est pas grave, ça sert à rien, et tu vires ta vanne. Et non, c'est plus des contraintes de prod, voilà, de production où il y a jamais assez d'argent de toute façon. Même Michael Bay a pas assez d'argent pour faire ce film, c'est clair, ça y a pas de problème. Et puis c'est aussi puis tu vois quand on dit oui mais donnez-nous plus, et puis il vient de se comparer à Michael Bay discretos. Non, oh là là, mon dieu, la Louve Transformer, même combat. Non, et puis c'est essentiellement des contraintes d'argent.
Je pense qu'on est tous là dans le même cas, hein, de toute façon. Donc, Tu peux plus avoir de dragon. C'est ça. Moi, j'ai demandé. T'as demandé, ouais. Et là, J'ai demandé, je peux avoir un dragon et tout. C'est pour une vanne. non. Il glissait sur une peau de banane. C'était super drôle. Et puis, ils m'ont dit, mec, ça coûte 60 12 000 millions de €. dollars. Je fais, dis, les gars. Attends, j'ai Mais combien tu- J'ai 20 balles sur moi. Bon. Ouais. Enfin, Ulule. Mais tu vois, par exemple, pour terminer là-dessus, Pour le dans la dragon. saison 2, dans la saison 2, il y a moins de décors parce que on pouvait pas. Donc il y a un truc en saison 2 qu'il n'y a pas en saison 1, c'est qu'il y a des fonds noirs. Et moi, ça a été vraiment très violent intérieurement pour moi parce que ça me faisait chier, quoi. Tu vois, j'aurais bien aimé avoir des beaux décors tout le temps. Et puis apparemment, tout le monde s'en fout. Tout le monde fait c'est rigolo. Les C'est vannes- Internet, Oui, on oui, s'en oui. fout. Donc non, mais je veux dire que le public a même pas remarqué en fait. Donc c'est plus un truc pour moi, tu vois, dire bon ben voilà. En parlant de contraintes, Yacine, on n'a pas évoqué ta série, c'est une série un peu historique. Ouais. Finalement, et il y a du décor, il y a du costume. Ouais, Finalement, ouais, ouais. Ça doit aussi être des sacrées contraintes. Ah, c'est des grosses contraintes, mais c'est des contraintes qui nous aident à être créatifs. C'est chouette d'avoir des costumes. Moi, je suis hyper content et on a travaillé avec une équipe qui a fait des miracles. C'était génial. C'est-à-dire que normalement, sur le web, comme c'est un petit budget et tout ça, On s'en fout. L'usage veut Ouais, qu'on s'en c'est foute. ça. Mais c'est passé aussi sur Comédie, la saison 2, donc on a eu de la chance, on a été aidés et tout. Les costumes et le château de Vincennes, parce qu'on tourne au château de Vincennes, les copains, c'est vraiment la classe. Les contraintes, c'est que la première saison, en fait, il y avait plein de trucs étranges. Il y a de la poussière sur le sol, il y a vraiment une couche de poussière que tu n'as pas le droit d'enlever parce que c'est de la poussière historique. Et donc, pour de vrai, c'est une sorte de C'est vrai, sable, en fait. Et quand que- tu marchais, tu avais de la poussière de plâtre des murs, qui est vraiment de la poussière des plâtres de murs historiques que tu Ah n'as ouais. pas le droit de balayer parce que c'est un monument historique. Et on a totalement respecté. Même pas avec un balai historique. Même pas avec un balai historique. Mais c'est une énorme couche de poussière et en fait, on pouvait pas faire grand chose. La saison 2, on a mis comment on appelle ça, de la moquette par-dessus. Mais ils ont été formidables au château de Vincennes. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. C'était adorable. Et donc, tourner là-bas, c'est quand même c'est un peu étrange. Déjà, tu montes genre 4000 marches avant d'arriver dans l'endroit où tu dois tourner. Donc, je peux dire, à la fin, on avait tous des mollets en feu. Ils avaient des costumes qui pèsent 700 kilos. Ils ont tous perdu du poids. Enfin, c'était rigolo. Donc, il y avait le côté, fallait qu'on soit détente, mais avec 10 kilos de costume sur soi, c'était vraiment chouette, quoi. Et puis, combat, à un moment, il y a un combat à l'épée. Je m'en fous, je me spoil moi-même. Juste vous dire, il y a un combat à l'épée. Ils ont dû répéter un combat avec des chorégraphes, des ouais. maîtres d'armes, ce qui est les frères Cardinal qui sont incroyables, qui savent vraiment faire des vraies chorégraphies pour des films, genre vraiment Game of Thrones, quoi. On a fait un combat qui dure 12 secondes, mais c'est quand même un combat à l'épée. Je suis hyper fier d'avoir fait ça. Une arrivée à cheval, enfin, c'est vraiment des choses que j'avais pas l'habitude de voir, moi, dans des séries, on va dire, web, comme ça, fait avec pas énormément de moyens. Et je suis très content du résultat et j'espère que ça plaît aux gens. Est-ce que vous êtes contraints, tous les trois, dans vos projets, dès l'écriture, en fait, en vous disant, voilà, on a que ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou c'était par exemple le cheval, est-ce que tu t'es dit, ok, on va mettre un cheval, on l'a eu? Ou c'est devenu fait, après, c'est possible d'avoir un cheval, on l'intègre Le ensuite? dragon aussi. Le dragon, en fait, j'ai l'impression de mieux. Enfin, après la saison 1, j'avais mieux compris les contraintes de production, donc j'ai adapté un tout petit peu, mais j'essaye de pas me limiter. C'est-à-dire que quand je veux faire une scène de combat ou un truc qui pète un peu plus, je me dis, tiens, là, je sais que j'ai fait ça. Ça va nous coûter peut-être plus d'argent en termes de production, mais il y a un autre épisode où les mecs ils font beaucoup de discussions autour d'une table, donc je sais que ça va peut-être équilibrer ces méthodes-là. Mais l'idéal, vraiment, ce qu'il faut conseiller, vraiment globalement, c'est de jamais se limiter, quoi. Parce qu'on pourra toujours trouver avec la passion des gens qui vont vouloir aider le tournage ou qui vont avoir envie de participer au tournage et de faire en sorte que l'idée créative, si elle est bonne, arrive, quoi. Ouais. Se passe. Toi, Clément? Et les dragons Pascal, dragonneront. Les dragons dragonnent. Les dragons dragonnent. Non, mais en fait, c'est pas des contraintes. Je pense qu'il faut juste être conscient de la réalité de la vie. C'est tout. C'est-à-dire que. Un peu de bon sens. Non, mais ouais, c'est pas grave, c'est pas s'auto-censurer, c'est rien. C'est que Un peu d'espièglerie aussi. Ouais, et de la concupiscence, évidemment. Non, mais c'est-à-dire que moi, il y a 2 règles d'or, c'est on finit à l'heure et on dépasse pas le budget. Oh Bim. Alors ça, tu vois, Like a boss. voilà. Et non, mais sur la Louve. je vois Pascal qui... Non, mais alors après, Ah, les techniciens, ils doivent t'aimer. Hein. Grave. Non, mais tiens, la Louve, le pire qu'on a fait, c'est 20 minutes de retard, je crois, et je m'en voulais. Hein, tu vois, Wow. donc, voilà, Ah ouais, bim. t'es un nazi de l'organisation, toi, pour le coup. Ouais, un petit peu. Non, mais c'est le respect qu'on doit Non, aux c'est gens, bien, quoi. c'est Tu vois, tu viens bosser, t'es pas ultra Il a bien raison, payé. il a Ouais. Et juste, c'est aussi en faisant ça. J'ai fait 3 voix. Pourtant, que vraiment tout le village était derrière toi. Merci, c'est gentil. Et donc, tu vois, c'est juste à l'écriture, tu te dis, bon voilà, j'ai envie de faire ça. Est-ce que c'est possible? En fait, c'est pas est-ce que, c'est comment c'est possible. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire.
Après, moi, je suis pas avec des dragons et des chevaux et des trucs comme ça, donc peut-être que je l'aurais fait différemment aussi. Mais il faut juste être pas débile et pas faire, tu sais, le taré, quoi. Ouais, moi j'ai rencontré des mecs comme ça, ils disent ouais, j'en ai rien à foutre, tu me suis ou tu crèves. Puis, non, moi je suis pas du tout comme ça. Non, c'était très très calé. Je conseille pas aux gens de faire ça du tout. Non, mais faut parce juste qu'après on pas être perd débile. son équipe juste. Voilà, faut pas juste être débile. Faut pas juste être débile. Faut juste être au courant de la vérité, de la réalité des choses. Ouais, mais moi je fonctionne pareil, c'est-à-dire je fonctionne avec la réalité. Après, ce que j'ai écrit souvent est très simple et dès l'écriture, je me dis bon, je vais pas avoir des millions pour le faire, donc je vais pas écrire non plus des trucs de ouf. Mais je sais que sur ma série, j'ai écrit un épisode un peu compliqué et que j'ai gardé longtemps, jusqu'au moment où je voulais finir la série, où j'ai dit bon bah je vais changer. Il y avait un truc que je voulais absolument capital dedans et j'ai abandonné. Alors question, moi je te pose une question. Est-ce que maintenant avec le recul, ça te manque ou pas ce truc-là ? Ah non, ça me manque pas. Mais voilà. je savais aussi que ça me manquerait pas et je savais que dès le début, c'était vraiment une envie. Je me suis dit bon, je veux ça. Mais conceptuellement, en fait, c'était vraiment de la forme en plus. Donc conceptuellement, j'ai exactement la même chose et dans une forme un peu moins bien, mais je dis exactement la même chose. Donc je n'ai aucune frustration à ce sujet et je l'ai pas du tout abandonné la mort dans l'âme. Au contraire, ça m'a pris 5 minutes. Je me suis dit bah tiens, puis en plus, je vais pouvoir faire un truc encore plus cool. Donc voilà. Mais c'est une donnée que je prends dès que j'ouvre un document. Je me dis bon, il y a des documents où je me dis je m'en fous, je vais écrire cette scène où il y a des hélicoptères qui s'attaquent à des aliens et qui vont aller lancer des missiles sur le dragon avant qu'il glisse sur sa peau de banane. C'est très bien ça, moi j'ai envie de voir ça. Et il n'y a pas de limite et je m'en fous, je me dis je vais juste l'écrire et puis après on verra. Et il y en a d'autres, ceux que j'autoproduis, où je me dis bon, attends, c'est un mec qui rentre dans une boulangerie, voilà. Qui va répondre au téléphone quand je vais l'appeler ? Lui oui, donc on va être 3. Bon, écrivons cette scène pour qu'on puisse la faire à 3. Allez, et voilà. Bah alors, Pascal, on va venir tout de suite sur ton parcours, ta série. On va juste terminer avec Clément. Une petite dernière question, c'est quoi la suite ? Alors, il y a eu un livre aussi. Alors, ouais, voilà, tu peux nous en parler un petit peu. En fait, il y a deux choses. Le Studio 4 nous a demandé super gentiment de faire une saison 3. Et puis, en fait, il n'y aura pas de saison 3 parce que on a un peu fait le tour. Et puis, nous, on est un petit peu, c'est pas frustré, mais voilà, on a le rapport au temps. C'est-à-dire qu'on a 3 minutes en gros par épisode, commence à un petit peu nous frustrer. Voilà. Et on a envie d'aller plus haut, comme dirait la chanson, là, je cite de la daube des années 90. Peut-être un reboot dans 10 ans comme non, parce que quand je vois tous les reboots qui sortent, là, je me dis à quoi ça sert. Non, et on a envie juste d'aller. Clash, les reboots des chaussettes, mec. Tu sais pas, toi. Non, mais je parle pas des chaussettes, je parle de La Belle et la Bête. Tu sais pas la qualité du coton qu'il va y avoir. La qualité des chaussettes qu'il va y avoir. Non, je parle de La Belle et la Bête de Disney. Ah ouais. Non, c'est qu'on a envie d'aller sur du plus long. Voilà, et donc là on bosse sur du 26. Et est-ce que t'es avec Michael Bay ? Parce que tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est un délire genre ? Non, moi je suis team Fincher. Fincher. J'ai un pote qui a tourné pour Michael Bay et c'est vrai que c'est assez spectaculaire. C'est vrai, cool. Et pour revenir au sujet, pardon. Et en fait, on a été contacté par Jungle, donc une maison d'édition humoristique qui est affiliée à Flammarion. Et qui fait la saison 1 de La Louve et qui nous ont dit est-ce que ça vous ferait marrer d'écrire un bouquin dans le même esprit ? Et puis on a dit oui, évidemment. Et du coup on a écrit un livre qui fait 130 pages et c'est pareil, en fait c'est des petits conseils, c'est rigolo, il y a plein de dessins. C'est vraiment dans la continuité ? Ouais, vraiment. C'est-à-dire qu'on s'est dit nos blagues, là on peut pas les filmer, on doit les écrire et ça doit être lu. Et en fait c'est assez marrant, je reviens sur la rythmique. C'est-à-dire que, tu vois, moi je donne beaucoup d'importance aux virgules, au silence, aux 3 petits points, tout ça en écriture, parce que c'est ce qui rythme la lecture. Je pense qu'un prod ou n'importe qui, un comédien, quand il arrive à se donner la rythmique en lisant le scénar, c'est déjà bien. Et dans le bouquin, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est parti en disant, il faut que les gens y comprennent, que ce soit avec la ponctuation, parce qu'il y a plein de dessins, il y a plein d'illustrations partout, il faut qu'on sente qu'il y a du peps, il faut que ça envoie à la lecture. Et donc, écrire, ça a été assez marrant. On a fait la même méthode. La méthode, du coup. Pareil, on a fait. C'était un peu marrant parce que on nous a dit faites 10 pages de test d'abord pour savoir si vous êtes capable d'écrire quelque chose. Parce qu'on a dit ouais, bien sûr, mais on sait pas faire nous à la base. Et puis pendant 3 mois, on a écrit. Ils ont fait très bien, faites 15 pages, puis 20, puis 30. Et puis au bout d'un moment, on était à 120 pages. On vous a Ils ont fait ok, vous avez écrit un livre. On a fait ok, cool. Ils vous ont pas accompagné sur l'écriture Ils vous avez des retours Alors en fait, ils ont joué le rôle de prod quelque part Alors là, c'est vraiment la maison d'édition qui a suivi.
avec une dame qui s'appelle Marie Toura et qui a été notre maman et qui a été super cool. Et pareil, là, on a eu beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un qui connaît son boulot, qui sait ce qui fonctionne aussi et qui a une bonne lecture. Et là, on a été conseillés et puis surtout, on a été rassurés parce que c'était un exercice qu'on ne savait pas faire. Et du coup, voilà, le bouquin est sorti, on est à la FNAC et tout, c'est assez marrant. C'est classe, ouais. Alors, on a fait le salon du livre il y a 2 semaines avec un mode dédicace et tout, c'est assez rigolo. Cool. T'as vu, j'ai fait le salon du livre, mon gars. C'est super. C'était drôle. C'était drôle. Et alors, je suis fan de La Louve, saison 1, saison 2. Ouais. J'aurais pas ma saison 3. Est-ce que Non. le livre, c'est un bon palliatif? Ouais, c'est cool. Ouais, le livre, c'est un bon, c'est un bon palliatif entre guillemets. C'est un bon complément. Et Voilà. conclut la trilogie. Oui. Je sais Les pas. derniers conseils. Voilà. Ouais, non, c'est marrant. Voilà, c'est une autre forme. On aime bien le côté un peu mutant, c'est-à-dire qu'on a nos thématiques et puis que ce soit filmé ou écrite ou pour la suite, je sais pas. Ça reste le même univers. Et ça, c'est plutôt. Et puis on se marre toujours en le faisant tous les deux, donc on s'entend bien. Donc c'est bien. Et ça s'appelle L'art du bonheur dans ton cœur et partout ailleurs. L'art du bien-être. Yes. L'art du bien-être dans ton cœur et partout ailleurs. À la base, c'était l'art du bonheur dans ton cœur et dans ton cul. Et là, la maison d'édition nous a fait moins classe. Ouais, c'est moins classe. Je suis d'accord avec moi, je Pascal. trouvais ça plus punchy, tu vois. Et c'est vrai mais que dans ton c'est cul, punchy. c'est Alors là, punchy. c'est c'est punchy. Mais voilà, Mais après, c'est moins tête de gondole. Voilà, c'est moins étagère. C'est pour ça. Là, ça tient le meuble, en fait. Voilà. Et voilà, c'est pour ça on a changé le titre, genre une semaine avant d'envoyer en presse, et voilà. Et il est cool. Et il se vend pas trop mal, donc c'est marrant. Super. Bah, chouette. Félicitations. Ouais. Carrément. Bravo. Alors, Pascal, passons à toi. Oui, bonjour. Bonjour, Pascal. Qui es-tu? D'où viens-tu? Ouais, je peux pas m'étendre là-dessus. Allez. Est-ce que tu as fait Paris 8? Ça va vraiment être très long. Non, moi j'étais à Nanterre en art du spectacle. Ouais. Ah, j'ai fait aussi Team Nanterre. 9-2. Voilà. J'ai fait toutes les facs de Paris. Ouais, j'ai fait 1 an là-bas et puis je l'ai hyper mal vécu, donc j'ai pas reproduit l'année d'après. J'ai pas trouvé ça assez intéressant. Mais il y avait même pas de question de caméra en fait. Ah ouais. C'est-à-dire peut-être que toi il y avait une caméra Il y en quelque avait part. une. Nous il y en avait pas et il n'en a jamais été question. Il n'a été question que de livres, que de Tarkovsky, que de la théorie Eisenstein relou, et Oh tu là vois. là. La nouvelle donc, vague. La nouvelle vague. Ouais, enfin tout. Tarkovsky, c'est cool. Ouais, c'est ça. Non, c'est cool quand t'es chez toi, quand t'es en T'as le cours temps, et tout. ouais, et c'est ça. que Quand tu décides, Ouais. surtout de le faire. Non, ce qui m'a gêné, c'est le côté formation de critique, en fait. C'était plus ça. Et puis, je faisais la fac pour des mauvaises raisons. Donc j'ai pas duré. Mais non, si je reviens sur le parcours, j'ai commencé comme Entre la fac comédien et- C'est intéressant, à voilà. 14 ans, donc c'est un peu. Ah ouais, putain. Tu vois, on va en avoir des trucs. J'ai commencé beaucoup comme comédien à la télévision. Après, je me suis fait un peu chier, donc j'ai écrit des longs métrages. J'ai écrit tout de suite des longs métrages, en fait. Et après, il y en a qui se sont faits. Donc j'ai fait ouais, cool. Mais comme en fait depuis le début j'avais envie de réaliser, je me suis dit après tiens, je vais me mettre sur la réalisation. Donc j'ai fait pas mal de courts-métrages avec plus ou moins les courts-métrages que du succès. Et ensuite j'ai fait un long-métrage qu'on a balancé, autoproduit, qu'on a mis sur internet, qui a bien fonctionné aussi, qui est assez particulier mais qui a bien fonctionné, qui s'appelle Les Aventures de Captain Brackmar et la bite de cristal. Je suis très fier du titre. Tout aussi classe. Ah, la tête de gondole, la Fnac. Ouais, mais on est sur YouTube, donc du coup faut trouver, c'est pas aussi évident. Et j'ai fait plein d'autres conneries, mais chaque fois je fais plein de conneries. Et là, donc ce qui m'amène là, je suppose, c'est Has-Been, ma dernière série en date. Tu supposes très bien. Alors en fait, Has-Been, le truc, c'est que donc c'est une web série, mais qui fait écho entre guillemets à un spectacle, puisqu'il y a 2 ans, à peu près 2 ans et demi, je me suis dit je me suis amusé, je fais plein de trucs, je fais comédien, je fais tout un tas de trucs qui m'ont bien amusé. Et il y a un truc qui m'amusait, qui je pensais m'amuser et que je me suis dit tiens, je vais le faire, c'est du stand-up. Et donc je me suis mis à faire du stand-up et c'était super cool. Et je suis parti sur le concept de Has-Been, puisque j'avais joué dans une série télé à 20 ans qui était un peu connue, et je me suis dit voilà, je suis Has-Been, je vais monter sur scène en disant je suis Has-Been. Et j'ai commencé à faire le stand-up, j'ai écrit le spectacle et il faisait 1 heure et j'ai pris un théâtre pour le jouer et tout. Et je me suis dit comme je sais faire des vidéos sur le web, je vais faire une web série. Et je suis pas du tout branché sketch, c'est vraiment un format que j'ai beaucoup d'admiration pour les sketchs parce que je suis incapable d'en faire. Je suis incapable de faire un truc sans qui est écho d'épisode en épisode. Je suis incapable de faire un truc qui se boucle et on n'en parle plus. Et pourtant, c'est ce que j'aurais dû faire, mais je me suis dit je vais faire une série vidéo pour faire la promo du spectacle. C'est vachement bien. Donc ça va s'appeler Has-Been. Et je l'ai faite, sauf que j'ai fini la série à peu près 1 an après avoir fini mon spectacle, puisque j'ai pas eu le temps de le faire dans les temps parce que je voulais que ce soit quand même bien. C'est devenu une série à Et part c'est devenu entière. une série à part entière, un vrai format hyper chelou, mais voilà. On va s'écouter un extrait tout de suite. Ma voisine, c'est ta meuf. Non, c'est une copine.
C'est un plan cul, quoi. J'aime pas dire plan cul. Bah, un plan cul, c'est un plan cul. Ok, c'est un plan cul. Et t'en as beaucoup des plans cul? 7, 8. Ah ouais, tu t'y vas, quoi. Hein, ouais. Carrément. Hein. Bah écoute, moi j'ai qu'une meuf. Voilà, je suis l'homme d'une seule femme. Bah franchement, c'est bien. Hein. Non mais tu crois pas que... Enfin, t'as un âge où ça y est, ça suffit des plans cul? Enfin, il faut se poser, trouver une meuf, lui faire des enfants... Non, mais moi je veux pas abandonner mes plans cul, moi c'est un trésor pour moi, c'est ma richesse. C'est comme si j'avais des millions à la banque. Regarde, imagine, j'ai 7-8 millions à la banque, tu viens, tu me dis ouais, mais bon, tu peux vivre avec un. Je vais te dire ouais, mais je préfère garder mes 7-8 millions, quoi. Tu compares tes meufs à de l'argent, quoi. Ouais, ça se fait pas, t'as raison. En plus, je parle en millions. Les meufs, elles valent quoi? 10, 15 balles pièce. Hein. Je suis désolé. Et je vous entends rire, c'est horrible. Je suis désolé. Non, je suis désolé parce que j'ai eu des retours par SMS sur cette réplique qui est une de mes préférées. Ah ouais, elle est vraiment moche. Mais elle définit bien le personnage. Donc c'est très autodérisoire. Oui, c'est le principe. Moi j'adore, je pense que j'adore me foutre de la gueule des gens, de tout, et c'est hyper difficile de le faire. Et moi je peux me foutre de ma propre gueule, personne ne dira jamais rien. Donc je me dis c'est cool, j'ai un matériau où j'ai pas vraiment de limite en plus. Donc je peux vraiment aller très loin sur moi-même. Donc je me dis c'est cool quoi. Au moins autant y aller quoi. Tu pars du principe de has-been, être has-been. Ouais, de tout. Donc déjà à la base beaucoup d'autodérision. Ouais, déjà. Ouais, moi ça me dérange pas en fait. Dès le moment où je peux en rire, c'est cool. Et comme je peux rire de tout, c'est cool. T'as fait ta série plutôt de manière plutôt carrée, indépendante. Il y a une écriture, il y a des épisodes, il y a très carré. Il y a un concept, il y a une équipe. Ouais. C'était quoi l'idée à la base de faire un truc rock'n'roll mais bien fait? Ouais, toujours bien fait parce que je respecte vachement le mec qui regarde. Et je le respecte d'autant plus que souvent je m'intéresse. Enfin, tu vois, quand vous dites. C'est pas ce que vous avez dit, mais en gros, vous savez quand même un peu à qui vous vous adressez et tout. Et moi, j'en ai aucune idée et je m'en fous un peu. Donc je me dis, puisque je me fous de à qui je vais parler, je me dis au cas où il y a quelqu'un qui tombe dessus, autant quand même qu'il se sente respecté et que je le fais bien. Tu vois, je sais pas à qui je parle, mais je lui parle bien. Donc ça, c'était le principe pour moi de base de fabrication. Et après, j'ai écrit, j'ai fait un truc propre, quoi. Et tu t'es un peu amusé. Il y a plusieurs. Il y a un clip dans la série. Il y a du. Oui, c'est libre en fait comme format. Ouais, il y a des plans séquences. Il y a des choses assez variées en fait. Ouais, en fait, c'est l'idée du format. Moi, je suis parti du principe qu'on est sur le web et je voulais pas de format. Et après, malheureusement, c'est con, c'est un des trucs que je regrette après coup. Je regrette pas de l'avoir fait, mais si je faisais une saison 2, elle aurait un format. Les épisodes auraient tous la même durée et il y aurait un dispositif, il y aurait un mécanisme narratif dans chaque épisode. Et là, j'en voulais vraiment pas. Je voulais vraiment que je fasse ce que je veux. En fait, je me suis dit, chaque épisode, ça va être un peu un univers. Effectivement, j'ai un épisode où c'est un plan séquence qui est bourré de références à Birdman. Oui, Birdman. Oui. J'ai un épisode, c'est une chanson parce que moi, j'ai fait des chansons de manière personnelle sous un autre projet. Et en plus, c'est lié à Max puisque j'ai fait des clips pour Max. Donc, tu vois, c'était cohérent dans ce que ça raconte en plus de ce que ça raconte. Et après, en plus, en avançant dans la série, où je fais vraiment, je crois que les premiers épisodes, ils font genre 3-4 minutes. Le dernier, il fait 16 minutes. Voilà, je me suis juste dit, tiens, je vais aller jusque là où j'ai besoin d'aller pour raconter ma petite connerie. Et puis une fois que je l'ai fini, je mets le générique de fin et je passe à la suivante. Comment t'as écrit du coup, Pascal? T'étais tout seul sur ce coup-là ou... J'étais tout seul, ouais. Alors, l'écriture, elle était hyper bizarre. En fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie de l'écrire, mais que j'y arrivais pas. J'avais écrit le premier épisode, mais indépendamment, c'était même pas en projet de série, c'était juste c'est un épisode avec mon agent. Je leur explique à eux, parce je suppose que vous l'avez pas vu. C'est un épisode où en fait je suis avec mon agent et mon agent m'humilie en mode la première truc qu'elle me dit, c'est mais comment ça, t'es encore comédien? T'as continué? Et après, je lui dis oui, et en plus je suis dans ton agence, et elle me dit ah, et en plus t'es dans mon agence. Et elle appelle son assistante pour faire vérifier, et en mode, voilà, et il est. C'est un épisode qui était très chouette, que j'ai trouvé hyper bien écrit. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais c'est juste un moment, je l'ai ressorti et je me suis dit, putain, c'est cool, c'est bien écrit, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et j'avais donc ce projet de stand-up et je me suis dit, la série, c'est cool, et j'arrivais pas à l'écrire. Et un jour, on m'a fait une proposition pour me payer pour écrire la série. Et je me suis dit, la proposition était dégueulasse, vraiment nulle, et je me suis dit, putain, mais non, quoi. Mais ça m'a motivé, je me suis dit, ah ouais, mais on veut quand même que je l'écrive. Donc comme c'était pas assez d'argent, je me suis dit, je vais l'écrire pour moi. Et je vais le faire bien, et je l'ai écrit très simplement. Je crois que c'est un des trucs que j'ai mis le moins de temps à écrire. C'est que j'ai écrit chaque épisode. Je me suis dit, je vais faire 12 épisodes. J'ai regardé un peu le format des web-séries. Je me suis dit, bon, 12 épisodes de à peu près 5-6 minutes.
Donc j'ai écrit à chaque fois un titre d'épisode, parce que ça m'aide, et un résumé, en gros, ce que je voulais dire en gros dans l'épisode, en 2-3 lignes, pas plus. Genre, je crois que l'épisode avec Max, c'était genre l'épisode avec Max, quoi. Ouais. Et je me souviens de cet épisode-là, il n'était pas du tout comme ça, puisque lui, je l'ai développé dans une autre version où je lui volais pas la chanson. En fait, ça se finissait complètement différemment. Et c'est une fois que j'ai eu tous les épisodes plus ou moins écrits que je me suis dit, ah, mais ce serait marrant si je lui volais la chanson. Du coup, ça me fait bien passer pour un enculé, puisque c'est l'objectif c'est l'objectif des épisodes. Ouais. C'est que je passe vraiment pour une grosse ordure qui respecte pas les meufs, et encore là-dessus, j'ai pas été super loin. J'ai été loin dans le dialogue avec Max, mais en soi, dans les situations, j'ai pas été super loin. Tu vois, je spoil l'épisode, mais dans la fin de cet épisode-là, Max, il m'explique. Max, dans l'épisode, il est super gentil avec moi. Il m'offre le petit-déj et tout, on tchatche et tout. Parce qu'il croit que tu fais les poubelles dans son Parce qu'il croit que je fais les poubelles de son immeuble. Ah. Parce qu'en fait, je me suis tapé une meuf qui habite au-dessus de chez lui, et elle a jeté mon élastique pour les cheveux dans les poubelles. Donc le matin, je cherche mon élastique, tu vois, et je tombe sur Max, et il me prend pour un SDF. Ouais. Il me dit, bah Pascal, comment ça va? Tu vois, on joue quand même le fait qu'on se connaît, il m'invite, il m'offre le petit-déj, il est super gentil avec moi, et à la fin, il me montre sa nouvelle chanson, en mode, je reviens dans les chansons, les gens ils m'ont taillé, mais je reviens. Et il a un coup de fil de son agent, et moi, je lui vole sa chanson. Ah, ok. Et ça s'arrête là-dessus. Et du coup, l'épisode d'après, c'est le clip de la chanson. D'accord. Et en fait, tout est construit comme ça. C'est-à-dire que je me suis juste fait plaisir. Et dans l'écriture, il y a un élément de l'écriture que je voulais. C'était sur les 6... Vous avez vu toute la série, non? Bonne partie, ouais. Ouais. Sur les 6 premiers épisodes, en fait, c'est pas vraiment narratif. C'est-à-dire que tu peux les regarder indépendamment, les 6 premiers. Pour moi, l'idée, c'est que chaque épisode soit une porte d'entrée selon l'univers d'où tu viens. Par exemple, le 2e épisode qui est avec le Captain Brackmar, je me suis dit que les gens qui connaissent le Captain Brackmar, ils pourraient rentrer par cet épisode-là. Dans le 5e épisode, on parle de métal, et je me suis dit, bah, ça pourrait parler aux gens qui connaissent le métal, ça pourrait être une porte d'entrée pour la série. Donc je me suis dit, chaque épisode, comme ça, est indépendant, mais raconte l'histoire du personnage. Et à partir du 7e, le 7, 8, 9, 10, là, c'est feuilletonnant, et je raconte une histoire où le personnage qu'on a présenté, il fait des choses, il essaye de faire des choses qui l'amènent à la fin de la série. Voilà. Donc ça, c'était mes trucs que j'avais dans l'écriture. Et donc j'ai écrit chaque résumé d'épisode assez grossièrement en 2-3 lignes. Et après, je les ai développés. Moi, je suis pas très... je mets pas trop d'étapes, en fait. Comme j'aime bien les dialogues, je vais directement dans les dialogues. Ou quand je sais que je vais pas dialoguer, l'épisode, je sais pas si vous l'avez vu, l'épisode avec mon pote Seb. Oui. Enfin, chaque épisode est un peu mon préféré. Il y a un ton différent, en fait. C'est ça qui est... Chaque épisode a un ton, quoi. C'est Réservoir Dogs. Cet épisode-là, ouais, c'est ça. En fait, mon pote Seb, c'est une autre web-série qu'un copain à moi a faite, que c'est un truc dont je suis complètement fan. C'est hyper trash, c'est hyper brutal. Enfin, Je crois que j'ai vu ça. Moi, il y a le dernier épisode de mon pote Seb, quand il nous l'a montré, à 2 minutes, j'ai fait pause, j'ai dit, mec, tu vas aller en prison, quoi. Mec, il met un gamin dans le coffre d'une bagnole et c'est filmé comme si c'était un reportage. Enfin, il y a des gens, c'est une série qui est hyper clivante, il y a des gens à qui on a montré cette série qui ont dit, bon, je vais effacer ton numéro de téléphone, t'es trop bizarre. Ah ouais, et j'adore. Et donc l'idée c'était de faire un crossover, donc d'avoir Seb dans ma série, et d'utiliser son personnage tel qu'il est. Et c'est un épisode pour lequel je me suis vraiment pas fait chier. En fait, le scénario, il faisait 3 paragraphes. Il y avait le paragraphe qui décrit la première scène, le paragraphe de la 2e scène et la chute où en gros il s'est passé ça. Et j'ai écrit vraiment sous forme de paragraphe. Et je me suis vraiment pas fait chier à l'écriture, c'est-à-dire que je l'ai écrit comme je parle. J'ai dit voilà, Seb il fait ça. Enfin c'était un peu en langage un peu grossier. Et j'étais prêt à tourner avec ça en fait, j'allais tourner avec ça et je me mets en contact avec Seb pour organiser ça et Nico qui est le réalisateur de mon pote Seb, il me dit écoute c'est mieux si Seb il a un texte quand même. Donc j'écris le texte parce que je vais finir, j'écris le texte et en fait je l'envoie à Seb et le jour du tournage il l'a pas reçu. Il n'a pas reçu le texte. Ah d'accord, okay. Donc je me suis fait chier à écrire un truc qu'il n'a pas reçu. Donc du coup il l'a pas appris. Mais c'est pas grave parce qu'en fait Seb il est hyper bon, moi je trouve qu'il est hyper bon en impro. Et alors on arrive à un problème de jeu de comédien, c'est-à-dire que Seb est très bon en impro et tout ce qu'il me fait, sa première, 2e prise, c'est exceptionnel. Et le problème c'est que c'est tellement exceptionnel, moi je suis pas un super bon comédien, surtout que c'est moi qui me dirige, donc autant dire que je suis large avec moi-même, tu vois. Et le problème c'est que moi je suis bon à partir de la 12e prise. Ah merde. Ah ouais. Donc ouais. Seb il me balance des scuds et en plus il a improvisé des trucs, mais une des punchlines que je préfère c'est celle où il me regarde et il me dit toi t'es une starlette, tu chies de l'or. Et quand il me la sort, qui est très bonne. J'explose de rire, vraiment. Et je suis hyper emmerdé parce qu'on doit la refaire. Et quand il la refait, lui, il est moins bon à chaque fois. Enfin, c'est pas qu'il est moins bon, c'est qu'en fait, il va me sortir une nouvelle connerie à laquelle je vais rire. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvé. C'est un épisode qui est. C'est l'épisode. J'ai eu beaucoup de bons retours sur cet épisode. Et c'est l'épisode où j'ai le plus galéré parce que je l'ai tourné. Je suis rentré chez moi, j'étais pas content des rushs. J'ai regardé, il y avait 80 gigas de rush en mode chaque prise était différente, puisqu'en fait on a
quasiment improvisé. Le seul qui connaissait son texte, c'est celui qui est assis sur sa chaise et c'est le seul qui avait respecté son texte. Et je me sentais pas d'infliger ça au monteur en fait. Donc il a monté tous les autres épisodes, mais celui-là, j'arrivais pas à lui donner, j'arrivais pas à lui dire tiens démerde-toi, le scénario c'est ce scénario qu'on n'a pas tourné et ce scénario qui était le truc d'origine. Et du coup c'est moi qui l'ai monté. Et quand tu écris un truc, tu joues dedans, tu l'as réalisé, le monter c'est l'enfer et j'ai mis 6 mois, j'y arrivais pas en fait. Je le montais, j'y arrivais pas. Et à un moment je l'ai monté au son. Où j'ai fait tiens bon je vais écouter ce qu'ils se disent et j'ai écouté les trucs et j'ai pris au son et j'ai après collé un peu les images dessus. Voilà, par exemple cet épisode là qui est un des épisodes sur lesquels j'ai eu un excellent retour a été écrit de cette manière là. Après j'ai des épisodes, j'ai le deuxième épisode, c'est un plan séquence qui fait référence à Birdman. Donc je l'ai écrit en référence à une scène de Birdman, je sais pas si vous avez vu le film. Donc c'est la scène où il est dans la rue et il y a Birdman qui arrive derrière lui et en fait il lui dit qu'il pourrait être les rois du monde et à un moment t'as la caméra qui fait un panneau, t'as les hélicoptères qui font des trucs et tout. Et moi j'avais écrit un truc dans ce délire là où c'était en référence avec le Captain Brackmar, donc qui est le super héros, qui vient dans son dos et qui lui dit la même chose. Et il lui dit tu pourrais être le meilleur, tu fais pas des web-séries de merde et tout, fais un truc qui a de la gueule. Et après la caméra elle devait faire un panneau et aller dans un genre de clip du Captain Brackmar, donc avec des meufs qui se trémoussent et je voulais faire ça en extérieur sur l'esplanade de la Défense avec un drone. Quand t'es en période alerte attentat, que t'es en rouge et tout ça, t'oublies. Et du coup, au final, j'ai réécrit la mise en scène pour que ça se passe en intérieur. Et du coup, ça fait plus référence à cette scène-là de Birdman, mais ça fait référence à la scène d'ouverture de Birdman. Donc, j'ai repris d'autres thématiques de Birdman. J'ai repris notamment le fait que Edward Norton connaît le texte de tous les personnages, tous les comédiens. Donc, j'ai repris ça. J'ai repris 2-3 petits éléments qui me permettent de maintenir la référence. Je l'ai fait là aussi en plan séquence. Et en plus, j'ai pu rajouter des comédiens. Parce qu'à la base, c'était juste le Captain et moi. Et j'ai rajouté Arthur qui joue le rôle du réalisateur. Et une petite nana qui est l'assistante, qui sort aussi une de mes répliques préférées. En fait, dans chaque épisode, j'ai toujours au moins une réplique qui est vraiment charmée et qui sort de nulle part, mais ça se finit pas là, tu vois. C'est genre, il y a des trucs avant, il y a la réplique qui tue, et après, il y a d'autres trucs pour finir. Mais à chaque épisode, j'essaye d'avoir une punchline qui me fait bien marrer, quoi. Et alors, c'est quoi le parcours quand on veut faire sa série de manière indépendante, mais quand même bien faite, bien produite, ça a été quoi ton parcours pour monter ce projet ? Beaucoup de larmes. Non, écoute, c'était juste une ténacité sans faille. En fait, le truc de l'autoproduction, et quand je vais dire ça, j'ai rien contre tous les gens qui produisent et tous les producteurs pour qui j'ai beaucoup de respect, et c'est vraiment un métier hyper difficile. Mais en fait, quand tu es sur un projet avec un producteur, souvent le producteur, c'est le premier qui te lâche. C'est-à-dire que quand le projet, il n'arrive pas, si le mec, il est là, il dit « bon, j'ai pas trouvé l'argent pour le faire », c'est le premier qui va dire « bon, bah, on le fait pas ». Et moi, c'est pas quelque chose que je fais dans ma vie. Dès que je fais quelque chose, je vais au bout. Tu vois, j'ai créé un stand-up, j'ai été au bout, quoi. Je l'ai joué dans un théâtre que j'ai loué, j'ai fait la com, j'ai tout fait. Donc j'ai vraiment été au bout du truc. Et là, je voulais aller au bout de la chose. Donc c'est juste des coups de fil, des copains et jamais lâcher l'affaire. Même si c'était très très difficile. En fait, celui-là, je l'ai tourné. J'ai tout écrit avant de tourner. Même si j'ai pas tout écrit dans les détails. Tu vois, j'avais 10 épisodes et je sais que le 6, je l'ai vaguement écrit, j'avais mes 3 paragraphes. Le deuxième, il était écrit en mode drone, mais je savais que ce serait plus compliqué, donc je l'avais mis à la fin. Et le dernier épisode, avec Valérie Damido, j'ai écrit 15 versions différentes, quoi. J'ai écrit une première version dans laquelle j'avais juste écrit Valérie et Pascal parlent de ça, j'avais mis le sujet et c'est tout. Et c'était ma version que je lui ai envoyée, où je lui ai dit bon bah ça va être ça en gros, mais je savais que je pouvais écrire au fur et à mesure du truc. Et au final j'ai discuté avec elle et ça lui a pas plu certaines choses, donc j'ai réécrit pour arriver à ce qu'on arrive, à ce que ça convienne à tout le monde. Mais j'avais quand même un truc écrit, ce qui me permettait de tourner dans n'importe quel ordre, un peu tout ça. Et la difficulté, c'est comme j'écris, je réalise et je joue. Et que tu produis ? Oui, et que je produis, mais il n'y a pas d'argent, donc il n'y a pas de production. Ouais, en fait. quand même. Mais, et que tu montes ? Non, j'ai pas monté. Un épisode ? J'ai monté un épisode, mais vraiment, à la base, je savais pas que j'allais le monter. Et le truc, c'est que, en fait, chaque jour de tournage est épuisant. C'est vraiment, t'as plus de recul, tu trouves, enfin, j'ai tourné, en plus, j'ai fait l'erreur de tourner en premier épisode, le premier épisode. Je pense que c'est une erreur, faut tourner un autre épisode, histoire de se chauffer et de garder ton premier épisode, qui est celui par lequel les gens vont rentrer dans la série. Il doit être le meilleur des épisodes, en fait. Ça doit pas être le 5e, ça doit être le premier. Et donc, faut pas le tourner en premier, parce qu'en premier, tu te rôdes. Et j'ai tourné le premier en premier, et je me lançais dans le truc, et ça faisait longtemps que j'avais pas réalisé un truc, et en plus, je joue dedans, et je suis pas du tout en mode sécure à mort, quoi. Je me dis, je teste, je sais pas ce que ça va donner. Et en fait, quand tu repars de la journée de tournage, et que tu rentres chez toi, et que tu regardes les rushs, même si c'est très bien, en vrai, quand tu rentres chez toi et que tu regardes les rushs, c'est de la merde.
sur le moment, c'est de la merde et tu te dis putain, mais quelle merde. Et donc, tu montes pour préparer et tu retombes après la fabrication. Et comme c'est dur parce que t'autoproduis, t'as pas de mec qui va te motiver, t'as pas un producteur qui va dire mec, c'est bon, t'inquiète, ça défonce, on va aller au bout et on va tourner. Personne te rassure, quoi. T'es le gars qui doit te rassurer. Exactement, ouais, c'est ça, et t'es tout seul. Ouais. Et du coup, il faut repartir de là pour retourner les épisodes suivants. Et c'est-à-dire, re-rappeler les gens, redire est-ce que t'es dispo tel jour avec tel matos, est-ce que c'est machin, est-ce qu'on pourrait avoir un ingé son, aller trouver le bar pour aller tourner. Puisqu'en fait, j'ai tourné le premier épisode, ensuite j'ai tourné le 5e, donc celui qui était assez simple, qui était on tournait dans un bar, c'était une discussion avec une nana, où moi je drague une nana et j'ai une copine lesbienne qui vient et qui me parasite ma drague. Ensuite, j'ai tourné l'épisode avec mon pote Seb, où ces deux-là, je les ai tournés les deux le même week-end. En fait, j'en ai tourné un le samedi, un le dimanche. Après, j'ai refait un break. Il m'a fallu 2-3 mois pour avoir la dispo pour tourner avec Max et tourner le cœur des épisodes. Oui, ça a pris beaucoup de temps en fait. Ça m'a pris quasiment 1 an de tournage. Une douzaine de jours de tournage, mais étalé sur 1 an. Ouais. T'as pas lâché quoi. Non, j'ai jamais lâché. Et sachant qu'en plus, plus t'arrives à la fin, mais finir, c'est hyper difficile en fait. De dire stop et de dire j'ai ce qu'il faut. Ouais. Et d'autant plus que mon dernier épisode n'a pas arrêté de bouger parce que je l'ai écrit, je l'ai réécrit et j'ai fait beaucoup de conneries sur le dernier épisode, ce qui fait que quand je suis arrivé en montage, je me suis dit ah merde, j'ai oublié de filmer ce plan-là, ah merde, j'ai pas fait tel truc. Et là, enfin, c'est en tant que réal où je me dis putain merde, en tant que réal là-dessus, j'ai pas assuré. Évidemment que j'ai pas assuré, je suis en même temps comédien, je dois penser à beaucoup de choses en même temps. Et trouver des manières de quand même raconter l'histoire et de quand même réussir à faire le truc. Est-ce qu'il y aura une suite pour toi, Pascal, sur ce projet ou... C'est possible. Moi, je suis en train de la penser, je suis en train de l'écrire, peut-être beaucoup plus formaté. Alors, à un moment, je me suis dit en 10x10, mais étant donné l'état du 10x10, je pense que ça ne sera pas un 10x10. Est-ce que ce sera sur le web ? Est-ce que je ne vais pas écrire quelque chose de plus carré et plus ambitieux ? Parce que j'ai vraiment beaucoup d'ambition. Si je fais une saison 2, c'est pas pour refaire la même chose. Ou même si j'estime avoir été assez ambitieux là pour faire une série de 10 épisodes d'à peu près 5 minutes autoproduits, c'est quand même assez cool. Mais j'ai des grosses ambitions de casting sur la saison 2. Sur les envies, en fait, les concepts que je veux, les concepts de blague, nécessitent d'avoir un gros casting pour bien être marrant. Et je vais l'écrire, je vais l'envoyer à des prods et puis on verra bien. S'il y a un retour positif, ça se fera. S'il n'y a pas, on verra. Moi j'ai une question, les épisodes ils sortaient au fur et à mesure que tu les tournais ou t'as tout sorti d'un coup? Non, parce que j'ai appris. J'ai appris que maintenant on regarde les trucs en binge. Ouais. Donc en fait j'ai tout sorti d'un coup le même jour. T'avais les 10 épisodes qui étaient dispo. Et il y a un autre truc aussi que j'ai appris que je ne referai pas sur la saison 2, c'est que j'ai tenté de la vendre, la série. Ah d'accord. Elle n'est pas gratuite. Ouais. Elle est non, elle est en vente. Elle est ouais. Clément. Pardon. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que comme ça m'a coûté énormément humainement à faire, et je l'ai pris. Tous les gens qui sont venus, je les pris tellement bien, tous ces gens, parce que c'est ça aussi, moi, mon énergie, c'était ça, c'est quand t'appelles mon super ingé son, Mitch, que je l'appelle, je lui dis, ouais, est-ce qu'on peut tourner quand ça t'arrange ? Il me dit, écoute, je m'arrange pour toi. Enfin, tous les gens, ils étaient d'une bienveillance. Et je me suis dit, bon, ils sont venus, on va essayer de valoriser le travail que m'ont donné. Parce que l'autoproduction, c'est quoi en fait ? C'est-à-dire que moi, je ne mets pas d'argent, mais mes producteurs, c'est tous les gens qui sont venus et qui m'ont donné leurs compétences, qui m'ont donné leur temps, qui m'ont dit, bah voilà, moi je suis chef-op, une journée de tournage, c'est temps. Tu vois, je te la mets gratos et je viens. Et en plus, c'est ça le cœur du truc. Et je me suis dit, j'ai fait beaucoup de séries qu'on a données gratuitement. Et en fait, je crois que ça n'aurait pas marché gratuitement. Je pense que je me serais complètement perdu dans YouTube et tout. Après, ça n'a pas marché en le payant non plus. Mais au moins, j'ai essayé et du coup je l'ai vendue et je la vends encore aujourd'hui. Elle est tu vois, je l'ai mis à un prix basique, c'est 3 € la saison. T'as les 10 épisodes que tu peux streamer. Que tu peux acheter où ça ? Sur YouTube ? Sur YouTube tu peux acheter sur Vimeo, et j'ai une plateforme de distrib qui s'appelle Ocast qui permet ça, qui est hyper chouette. Le mec qui a créé cette plateforme que j'ai pu rencontrer à l'occasion est vraiment hyper chouette, et ça te permet surtout sur ton smartphone, sur ta tablette, surtout tu peux y aller, tu mets ton numéro de CB et t'as la saison. D'accord. Moi j'achète, moi. Allez, moi aussi. En sortant, j'achète. Je vais voir. C'est très gentil. Après, il y a quelques épisodes qui sont gratuits sur YouTube et qui sont aussi, je les ai mis aussi sur Facebook pour que les gens le voient quand même. Parce que si je mettais produit d'appel quand même. Si je mettais limité aux ventes, c'est un peu limité quoi. Alors on va revenir sur le format court en général et avec des questions philosophiques. Spécialité web. Ouais. Comme tout de même. Web, mais le web c'est de la merde. On fait de la merde.
Mais c'est le point commun qui vous réunit en fait aussi. Totalement. C'est chouette. Alors, toi, Pascal, notamment, tu as écrit des longs métrages. Oui. Quelle différence il y a entre écrire du long et du court? Alors pour moi, la différence entre le long et le court, c'est que le court, souvent, c'est pour moi, puisque j'ai pas eu les longs métrages, on me les demande, ou en tout cas, je vais aller essayer de les vendre à quelqu'un, et le court, je l'écris en me disant, de toute façon, je vais le faire. Donc on m'a très rarement commandé. Aussi, on m'a commandé une fois un programme court et ça s'était bien passé, mais on me commande rarement des programmes courts, mais après, j'ai une écriture aussi assez trash. Enfin, j'ai pas de limite et ce qui me fait marrer, c'est pas forcément un gars, une fille me fait marrer, mais je serais incapable d'écrire un truc comme ça qui parle à tout le monde, quoi. Moi, il faut tout de suite que j'aille dans le gras, comparer les meufs à de l'argent et ce genre de choses là, quoi. Sans racheter le personnage derrière, tu vois, c'est ça. C'est ça qui est fou. On a bien compris. Et vous, Clément, Yacine? Moi, je vois ça en termes plus de structure. C'est très difficile d'écrire. Les structures, pour moi, c'est vraiment dur. C'est le plus difficile dans raconter une histoire, c'est la structure de l'histoire et étoffer les personnages sans que ça devienne trop des caricatures. Dans un long métrage, je trouve que c'est beaucoup plus délicat parce que tu es bloqué sur 90 minutes à essayer de devoir écrire quelque chose qui se tient, qui ait un sens, qui soit un peu fin, alors que sur une série ou sur un programme court, peut-être que ça peut durer plus longtemps, peut-être que les archétypes sont plus facilement acceptables. C'est moins, on va dire, énervant quand tu es spectateur de voir un personnage un peu haut en couleur sur une petite pastille parce qu'il y a un côté où ça peut être un peu plus sketch. Alors que dans un film, je pense qu'il faut faire très attention et il faut équilibrer vraiment tous les personnages et la structure de son histoire. Je trouve ça plus difficile, moi. Le film, voilà, le long métrage. Ouais. Mais c'est moi, hein, voilà. Je dis moi parce que je ne veux pas comparer, je ne veux pas me faire embrouiller par des mecs. Quoi, comment ça Moi, je pense que l'une des grosses différences, c'est la possibilité de variables. C'est-à-dire que là, on parle de programme court humoristique. Et en fait, ce qu'on peut faire en 90 minutes dans un long ou dans 2 heures, c'est justement, même si c'est une comédie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste de la comédie sur 2 heures, sinon c'est chiant. Il faut que tu amènes soit un peu de drame, soit autre chose, mais il faut qu'il y ait de la variable. Sinon, c'est plat et moi, perso, ça m'emmerde. Parce que si tu me fais rire et qu'en même temps, tu me fais un peu pleurer et que tu rends le perso rigolo, touchant, quand il va redevenir rigolo, il a une couche en plus. Et en programme court, en tout cas, ma petite expérience, c'est que on essaye d'aborder des sujets qui nous intéressent. On essaie d'avoir un petit fond, mais la règle, c'est quand même, il faut que ça reste rigolo. Et vu que c'est court, on n'a pas forcément le temps de ramener toutes ces variables-là. Et c'est vrai que moi, j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus long pour que notre perso, que les persos qu'on a, les persos d'à côté soient un peu plus touchants, rigolos, creusés. Mais on n'a pas le temps. Ouais. Donc voilà. Est-ce que le format court, c'est un format tremplin qui permet de faire autre chose derrière, selon vous? Avant c'était le clip, maintenant c'est le format court, tu dis, c'est ça? Peut-être. Yacine, toi finalement, c'est un format dans lequel tu es très à l'aise et que tu sembles vouloir garder. Est-ce que t'envisages autre chose ou... Ouais, moi j'ai envie de faire d'autres choses aussi. J'aimerais bien faire de la série, j'aimerais bien faire du film, mais je pense que c'est pas tremplin, je dirais que c'est plus un format accessible et que donc ça le rend... on va dire répandu parce que c'est quelque chose qui peut être fait, qu'on peut toucher du bout des doigts quand on est amateur, qu'on vient de commencer, qu'on est à la fac. Que faire avant, c'était le court métrage, je dirais. Beaucoup de gens faisaient des petits courts métrages dans les années fin 90, début 2000, parce que c'était accessible. Et là, le programme... Maintenant, c'est le podcast, on va dire. Il y a des podcasts vidéo, il y a des fictions web, enfin, peu importe le nom, mais si on a besoin d'une 20aine de plans et qu'on peut avoir quelques amis, un peu de lumière et une caméra, on peut le faire avec des potes, et ça, c'est super. Oui, je pense pareil. Ouais. Moi, je suis désolé, ça fait vraiment genre suiveur. Non, mais je veux dire qu'après, ça ouvre la porte à tout. Moi, j'aurais jamais cru prendre autant de plaisir à réaliser quelque chose, alors que le Trône des Frogs, vraiment, je me suis vraiment beaucoup amusé sur le tournage. Les gens me disaient, tu vas voir, c'est dur le tournage. Je me suis éclaté vraiment. C'est le montage qui était dur pour moi. Le montage était chiant. Alors que les gens me disaient, mais le montage, c'est merveilleux. Moi, j'étais là. C'est la troisième écriture du film. Faut choisir les blagues et tout. Faut couper les blagues. Non, on a envie de tout laisser. Et voilà. Et après, j'ai commencé à prendre du plaisir sur le montage. Mais je veux dire, ça aide à comprendre ce que t'aimes et à te motiver à savoir si t'aimes bien faire ce truc-là ou pas. Voilà. Et la réponse pour moi, c'est ouais. Pascal, tu voulais Non, mais je pense que c'est à la fois un tremplin et aussi un vrai produit en soi, quoi. Le format court, c'est un vrai bonheur à regarder. Enfin, des fois, on n'a pas le temps de regarder des trucs longs.
et on se dit bah tiens je vais regarder ce petit truc, c'est pas très long, c'est chouette, je vais pouvoir me plonger dedans. Et après t'en as qui sont magnifiques et qui sont vraiment en soi des pépites, et tremplin ou pas, peu importe quoi. Et Clément, tu parlais de comédie tout à l'heure. Le format court, c'est presque toujours associé à la comédie. En télé, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut changer selon vous? Non, mais il y en a en télé, oui. En télé, il n'y a que ça. Sur le web, il y a des... Le web, on s'en fout, c'est de la merde. Ouais, mais en web, il y a plein d'autres... Il y a des programmes courts, mais du coup, qui sont feuilletonnants, qui ne sont pas des capsules. Et tu trouves de tout. Hein. Ouais. Il y a tous les genres, il y a de l'horreur, il y a du drame, fantastique. Du fantastique, beaucoup. Des cracks. Super, bonjour, super. Quoi. Il vient de là, le gars. J'ai croisé plein de gens dans des festivals. Là, j'en ai fait 2-3 avec Deadland parce qu'on a été faire des festivals et tout pour présenter la série. Et il y a des programmes qui sont... Je sais pas comment on pourrait formuler, parce que maintenant, quand on dit programme court, on associe toujours à la comédie. Mais des choses courtes qui sont palpitantes, en fait. T'es à fond dedans et tout, super bien réalisé, chiadé, de la belle lumière. Enfin, c'est super. C'est pour ça que je parlais plus d'accessible que de tremplin. Je dis, voilà, ils se sont mis une petite équipe et ils font le truc ensemble. Ils n'ont pas les moyens de faire une série de 26 minutes ou 52 et tout, mais ils font un truc avec ce qu'ils peuvent et c'est déjà super. En 10x10, tu parlais de ça tout à l'heure. Oui, 10x10. Moi aussi, j'ai mes petits doutes sur ce format. Voilà. Ah, moi, c'est pas des doutes, c'est entendu des choses comme quoi. Moi, j'y crois moyen. Bref, mais tu vois, en 10x10, il y a les plateformes qui sortent. Là, il y a Black Pills, machin. Canal, il y a de tout. En fait, il y a du suspense et un peu d'action parce que c'est ce qui tient les gens et c'est des genres qui permettent d'avoir le fameux climax à la fin de chaque épisode pour que les gens y reviennent après. Pour moi, c'est pas forcément une bonne chose parce que du coup, tous les épisodes, ils ont la même structure. Et du coup, au bout du 3e épisode, tu sais exactement comment c'est construit. Et du coup, voilà. Mais après, il faut que les choses se fassent pour que les gens découvrent des nouvelles façons de faire. Mais ça dépend aussi de programmes courts ou de formats courts. Enfin, là, on parle du 3-4 minutes, le 10x10, le 26. Pour des mecs qui ont fait que du long, c'est court aussi, quoi. Et le 10x10, il y a tout sauf de la comédie. Il n'y a pas de comédie pour l'instant. Mais c'est une demande. Hein. C'est une demande, oui, mais je veux dire, c'est une demande en fait, et puis tu sais, ces histoires de format, finalement, je pense que c'est des histoires de distribution et de diffusion. Et que même le 26 minutes, qui est un format un peu, pour moi, en tant qu'humoriste, c'est trop classe de faire un 26 minutes, quoi, genre comme Seinfeld ou Curb Your Enthusiasm, tu vois. C'est vraiment la classe d'avoir un 26 minutes, mais en fait, c'est des demandes de diffuseurs. Ouais. Les climax des épisodes, les moments forts, les temps faibles sont en fonction des pubs bien souvent et ça a été sur un standard qui venait des États-Unis où ils étaient quand même les plus répandus et les plus forts. Donc en fait j'ai vraiment du mal à croire au format. Plus j'avance, plus je me dis il vaut mieux écrire son histoire, il vaut mieux écrire quelque chose qui passionne et ensuite se poser la question de comment retenir l'auditoire, comment retenir les gens si jamais on doit faire des coupures ou si le récit doit s'interrompre puis être repris dans 2 semaines par exemple. Comment on fait pour dire aux gens venez écouter la suite de mon histoire, j'ai vraiment envie de vous la raconter. C'est la question qu'on s'est posée sur les Frogs, à se dire on va mettre des mini cliffhangers à la fin des épisodes parce que des fois ils étaient vraiment à l'arrache, quoi, c'était nappe. Mais c'est drôle, du coup, ça fait partie du truc. C'était drôle et comme c'est une série qui se veut un peu rigolote, c'est tant mieux. Mais on s'est dit ça pour se dire j'aimerais bien que les gens suivent l'histoire jusqu'au bout parce que ça me ferait plaisir de pouvoir les emmener là où j'ai envie de les emmener en partant de la fin de la saison 1 et il me faut un peu de temps, je suis désolé les gars, et comment on trouve le système pour allez, regardez la suite s'il vous plaît, regardez. C'est vraiment ça la question. Comment vous construisez les personnages de vos séries, de ces formats courts en fait? C'est quoi vos techniques? Sur quoi qu'est-ce qui est important de faire quand on parle de personnages plus stéréotypés? Ouais, tu parles du stéréotype tout à l'heure. La série. Archétype, pardon. Ouais. C'est vrai. Stéréotype, c'est négatif. Oui, non, t'as raison. Pardon. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu là dans l'écriture de la saison 2, je me suis dit c'est cool quand même d'avoir un archétype fort, mais il faut juste... Donc un archétype c'est genre un personnage qui a... on va parler de la valeur du personnage, de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas. Ça veut dire il peut être feignant, il peut être enjoué. L'archétype de Yacine par exemple, c'est quelqu'un qui peut être très enthousiaste très rapidement, qui va parler un peu vite ou qui va être sympa. Voilà, on va dire Yacine sympa, mais ça veut pas dire que dans sa profondeur, ça peut pas être totalement un gros con. Mais dans ce qu'on va voir immédiatement du personnage, ça va être ça. Donc par exemple, Piorel, l'archétype c'était le maître, ça veut dire que c'était une sorte de moine, c'est quelqu'un qui est pour la justice parce qu'il a lu beaucoup de choses, mais en même temps, ça va être un lâche. Il va pas être très courageux à la bagarre. Ça va pas être le mec qui va sortir son épée. Alors que le personnage d'Aélis, qui est joué par Dedo, c'est quelqu'un qui va être très enclin à se battre parce que c'est le maître d'armes, il a pas peur de ça, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va pas être spécialement très fin, très malin sur la façon de procéder. Et donc ça, c'est des archétypes.
fallait pas tomber dans le stéréotype du gros con qui boit que de l'alcool et qui met des coups de poing à n'importe qui parce qu'il aime que la bagarre. Si je résume, Yacine, tu prends une fonction, voilà, et tu lui ajoutes un gros défaut. Voilà, c'est un peu un principe, mais c'est vraiment comment dire, hyper simpliste de faire ça. Mais c'est dans les tout débuts du squelette, une fois qu'on fait ça, finalement ça aide. Au début j'étais là, ouais, c'est un peu nul, faudra jamais le dire à personne que j'ai fait ça. Mais finalement ça aide un peu parce que ça redirige toujours le personnage et on va dans quelque chose de très fin au fur et à mesure que l'histoire se développe. Par exemple, Yorel, il y avait un moment où il était vraiment tiraillé entre l'envie d'aider les villageois parce que les villageois commençaient à être complètement drogués et sa lâcheté qui l'obligeait à fabriquer la drogue qui droguait les villageois parce que son patron lui mettait la pression et une pression mortelle en lui disant mais si tu ne m'écoutes pas, il est possible que je t'assassine. Donc Yorel, sa lâcheté l'empêchait d'affronter son patron, mais en même temps l'envie de justice l'obligeait à réparer l'erreur qu'il faisait. Et ça devient quelque chose d'assez vraiment dramatique, joli à voir, et pour le comédien, c'était chouette à jouer. Et ça partait pourtant d'un archétype un peu hyper simpliste, quoi. Tu vois ? Clément, toi, pour La Louve, t'as un personnage qui ne change pas. Non, alors nous, c'est la différence, c'est que voilà, nous, vu qu'on n'est pas de feuilletonnant, nous, c'est pas Est-ce qu'il faut le bétonner avant pour qu'il soit vraiment solide ? Ouais, nous on s'est dit, c'est une nana qui donne des conseils et qui fait la leçon. Donc à la base, c'est un perso qui est pas forcément, mais voilà, qui en tout cas qui est convaincu de ses conseils et de son avis. Et nous, le jeu, c'est de faire un perso comme ça, de la rendre tout le temps sympa. Parce qu'elle chantonne, elle est rigolote, elle est tout le temps le smile à fond. Monsieur. Ah, pardon ? C'est réussi, je la trouve toujours sympa. Mais elle est toujours sympa. Et le jeu, en fait, nous, c'était plutôt de lui faire comprendre que la moitié de ses conseils, c'est de la daube. Et du coup, de la mettre dans des situations de lose. Et ce qui est assez drôle, nous, c'est que, en gros, elle passe l'épisode entier à donner un conseil. Et à la fin de l'épisode, on lui montre que c'est de la merde. Et là, elle comprend. Et en fait, ça permet juste de la rendre humaine, parce qu'elle est un peu pin-up météo, tu vois. C'est aussi un personnage qui n'est pas vraiment humain. Elle existe une nana comme ça dans la vraie vie. En tout cas, si elle existe, c'est qu'elle a pris beaucoup de prod. Et du coup, ça nous permet nous en tant que spectateurs, je pense, de la trouver marrante, de dire elle aussi, elle se plante, et juste de s'identifier. C'est juste ça. Après, c'est vrai que c'est un perso qui est plutôt assez simple entre guillemets. Hein. Ça veut pas dire simpliste. Mais voilà, donc nous, l'idée, c'était ça. C'était de la mettre face au fait qu'elle a pas toujours raison. Voilà. Et du coup, ça la rend sympa. Et toi, Pascal, tu as des personnages qui partent de la vraie vie, finalement. Tu t'inspires de toi-même. Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est le cas de tous les personnages qu'on voit dans la série ? C'est quoi la part d'autobiographie, finalement, Est-ce que c'est des personnages créés de toutes parts ? Est-ce que les défauts, c'est important pour toi ? Oui, les défauts, c'est capital. C'est ce qui m'intéresse le plus. Enfin, déjà, moi, pour mon personnage de moi, je suis parti sur plein de trucs que je ne suis pas. Et genre des trucs pourris que j'adorerais faire. Mais c'est la même construction que j'ai eue pour la scène, en fait, où je dis... il y a des conneries que je dis, je fais ça, et en fait, je le fais pas, mais juste, c'est marrant de dire que je le fais. Donc, il y a ça. Et après, je suis parti sur... à chaque fois, je me dis juste, tiens, ce serait marrant. Par exemple, mon agent, qui est à l'opposé de l'agent de la série. Mon agent, en vrai, il est super gentil et il a vraiment rien à voir. Et je me suis dit, ce serait marrant si effectivement, mon agent, c'était vraiment quelqu'un qui me parlait comme à de la merde et son assistante était comme ça. Alors, pareil, l'assistante de mon agent est top et c'est... Ouais, je pars souvent de ce que je suis ou de ce que ça pourrait être et je fais l'opposé. Par exemple, avec Lamine Lesgade, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai un épisode avec Lamine Lesgade où en gros, je veux faire de la scène et mon agent me branche avec lui pour qu'il m'aide à faire de la scène. Et en fait, il me torpille, quoi. Il me torpille, il est pas sympa avec moi et en vrai, quand Lamine il m'a filé des coups de main pour faire de la scène, c'était l'opposé. C'est un mec qui était super gentil, qui a été super sympa avec moi. Et du coup, je trouve ça marrant d'aller vers l'opposé, en fait, de me dire les gens sont gentils, on va dire qu'ils sont bons. Déjà, ça nous fera un point de départ narratif marrant. Et puis c'est de l'autodérision entre moi et tout le monde. Je me dis marrons-nous, quoi. Et puis forcément, si t'as que des persos sympas, tu racontes rien. Enfin, si tu vas faire une série sur des gens cool et super, tout le monde est gentil, sauf si tu tues tout le monde. Mais... Après, l'idée, c'est que c'était quand même toujours que le personnage le moins sympa, ce soit le mien. L'objectif, c'est toujours qu'on se dise, tu vois, et l'épisode avec Max, qui a été, je suis hyper fier de la scène elle était écrite, la scène que tu as montrée en extrait, elle était écrite. Mais avec Max, déjà, le premier truc, c'est qu'on a amplifié, tu vois, quand il dit 7-8 meufs, moi j'avais écrit 2-3, tu vois, j'étais en mode gentil, et il me dit, mais non, pour que ça marche, il faut qu'il y en ait plus. Donc on a augmenté ça. Et il y a une réplique qui dit
qui a été coupée par le monteur. Et quand j'ai reçu la version montée, je lui ai dit mais t'as coupé, c'était ma réplique préférée du truc parce que vraiment elle était sale quoi. C'était quoi? C'était en gros Max quand il dit ouais moi tu crois pas que t'as l'âge de passer tu trouves une femme, tu lui fais un enfant, elle te fait à manger, c'est donnant quoi. Et il disait ça. Ah, moi, je l'ai plus, ouais. Voilà. Et en fait, je trouve ça hyper drôle. Et il l'a coupé parce qu'il me dit, justement, ça définit mal le personnage de Max. Il dit, si Max il dit ça, du coup, il est dans le même camp que toi et il n'y a pas cette opposition et à la fin, ça fonctionne pas. Et ce genre de choses-là. Et en fait, au final, ça se construit perpétuellement. C'est-à-dire, tu le construis à l'écriture, tu le construis au tournage. Et au montage, effectivement, tu continues de le construire. Et sur ce coup-là, j'ai laissé... Enfin, c'est un monteur, c'est Nico qui fait mon pote Seb, qui a monté la plupart des épisodes. Et j'ai une confiance absolue en lui parce que je le connais depuis des années. J'ai vu son travail et du coup, je me suis dit, bon, s'il me justifie pourquoi il a coupé cette réplique, ce qu'il a fait, je l'ai laissé complètement dans la poubelle. Super. C'est quoi vos différentes sources d'inspiration à tous? Qu'est-ce qui vous fait marrer en général? À Paris, Yacine, ça va durer 5 heures. Non, mais moi, je regarde beaucoup de séries, je regarde beaucoup de spectacles vivants, je regarde du stand-up, je regarde beaucoup de films. Enfin, j'ai pas, ça va être compliqué. Hein. Toi, Yacine et Pascal aussi, vos sources d'inspiration sont dans vos séries respectives. Ouais, alors par exemple pour le Trône des Frogs, Parks and Recreation, j'aime vraiment beaucoup ça. Après, moi j'aime beaucoup Futurama, South Park, les Rick and Morty. Il y a beaucoup de trucs animés que je regarde, dont je suis fan. Et puis je regarde énormément de stand-up, donc Eddie Izzard, Louis C.K., Bill Burr, je regarde énormément de trucs d'humour, alors c'est très difficile, je regarde beaucoup de choses, je pourrais pas résumer, j'aurais l'impression d'être chiant. Non mais c'est bien, merci. Vous les garçons? Moi, les trucs qui m'inspirent vraiment et dans lesquels je me replonge sciemment quand j'écris en général, je me dis tiens, je vais me remettre dans ce bain-là. J'ai 2 piliers, c'est Seinfeld et les Simpsons. Les séries, enfin c'est ouais. Les premiers Simpsons en plus, tu vois, surtout genre les saisons avant la 10-12e, c'est des piliers narratifs pour moi. C'est la manière dont ils racontent leurs conneries, je trouve ça exceptionnel, que ce soit Seinfeld ou les Simpsons. Donc ça, c'est les 2 piliers. Et après, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les gens, en fait. Je peux passer enfin, c'est horrible, mais je peux me mettre à côté de gens dans le métro, écouter un peu ce qu'ils se disent. J'écoute vachement les gens, je sors beaucoup. Tu prends des notes? Je prends des notes. Non, en fait, je digère. Je prends pas beaucoup de notes, mais je digère en fait des ambiances, des gens, des phrases, des émotions et tout ça. Et après, je le resynthétise dans d'autres personnages, ou dans des situations. Mais du coup, je m'inspire vraiment beaucoup des gens. Et en ce moment, je suis quand même dans une frénésie de stand-up. Enfin, j'en ai regardé beaucoup avant d'en faire, mais en vrai, pas à la télé. Je suis allé en voir beaucoup. Et là, du coup, c'est vrai que avec Netflix, j'ai l'occasion. Ouais, c'est génial. Hein. Ah là, c'est un par semaine. Hein. C'est un peu fou. Et puis, c'est de la qualité de ouf. Donc, du coup, j'en regarde beaucoup, mais ça m'inspire pas. Je les regarde, enfin ça m'inspire dans la structure. Je regarde, je me dis putain, oui, effectivement, fait, tout ça, le mec il fait ça, et ça me nourrit. Surtout parce que t'en as fait récemment, alors du coup tu fais fais comme j'en ai fait un peu, maintenant t'es plus dedans. Maintenant que j'en ai fait, je regarde, chouette. Ah ouais, putain, je vois des ficelles et je me dis putain, j'adore ça marche entendre bien, ce genre de choses parce que à une période le stand-up c'était tellement vu comme quelque chose de bidon, facile à faire et tout, que dès qu'on se dit ah bah tiens quand même c'est pas facile, on reconnaît un peu le travail avec des grands artistes. Tu vois, comme Louis C.K. Ou bien, enfin, je redis les mêmes noms, mais ceux qui passent en ce moment, qui sont à la mode. Le Dave Chappelle, enfin les 2 Dave Chappelle qui viennent de sortir. Je suis un grand fan. Quand on reconnaît à quel point ces gars-là, mine de rien, ils travaillent et que c'est un vrai parcours et que c'est difficile et que c'est pas si simple ce qu'ils disent, moi ça me fait plaisir. Et puis j'ai l'impression que ça reprend un peu de la noblesse en ce moment, les seuls en scène, le stand-up et tout. Alors ça me fait plaisir. Mais il y a un vrai travail d'écriture sur ça, sur les stand-up. Et la magie, c'est de faire croire qu'il n'y en a pas. Oui, voilà. C'est fou. Ça. C'est comme au football, t'as l'impression que les mecs, c'est facile ce qu'ils font. Ils font des passes. Moi, je fais des claquettes. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est vrai, ça fait 5 ans. Mais tu l'as dit de façon tellement... c'est le jeu, en fait, c'est de faire croire que c'est simple. Tu vois, c'est en mode décontracte, tranquille, alors que c'est super compliqué. C'est dur. Toi, Clément, qu'est-ce qui t'inspire? Stand-up, même combat, quoi. Ouais, exactement. Moi, en fait, j'ai 2 trucs. Il y a l'inspiration rythmique et l'inspiration de texte.
C'est-à-dire qu'en rythmique, j'aime bien quand ça envoie un peu. Et alors moi, je suis moins consommateur de stand-up, tout ça, parce que justement, moi, j'ai pas encore compris. Alors, il y a des mecs qui me font marrer, mais j'ai pas encore compris l'absolue beauté du truc. Voilà, je crois que j'ai pas encore vu les bons trucs. En fait, et on peut aussi même ne pas du tout aimer. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ton spectacle. Oh, tu es si gentil. mais c'est vrai. Non, je veux dire, voilà, il y a de tout, quoi. Mais la parenthèse, c'était juste qu'à une période, on considérait que c'était hyper simple. C'est même si on n'aime pas, je trouve que c'est cool. Moi, par exemple, il y a les jeux de mots, je n'aime pas ça. Il y a des spectacles de jeux de mots, je sais que c'est extrêmement dur à écrire, mais c'est pas mon kiff du tout. Voilà. Donc, voilà. Mais voilà, non, y a pas de souci. Moi, en gros, pour ce qui est de rythmique, j'aime beaucoup les Simpsons, South Park, mais il y a Community que j'aime beaucoup en termes de rythmique. Ah oui, putain, en termes de rythme, bah oui. Ça envoie tellement, mais j'ai une admiration pour les mecs qui écrivent ça et puis qui. T'as du mal à suivre, hein, ça va dans tous les sens. Mais ça va de pair avec. Et là, on n'est plus dans la comédie, mais tu vois, West Wing. Pour moi, Social Network, qui est pour moi l'un des plus grands films jamais écrits en termes de dynamique, de dialogue. Le monteur, il s'est fait plaisir. C'est du génie absolu. Et en termes de texte pur, moi j'aime bien quand c'est beau. En fait, je suis plus sensible au joli texte. T'es un esthète. Non, pas du tout, mais j'aime bien quand c'est joli. Après, j'aime bien les sales textes aussi. Mais tu fais de la claquette. Non, un exemple de joli texte que t'aimes bien. Des proches. Tu vois, moi, ça reste mon papa de classe, parce que dire des trucs de ouf avec une si jolie plume, c'est pas donné à tout le monde. Moi je l'écoute depuis 10 piges, mon daron qui m'a fait découvrir ça, les tribunaux des flagrants délires à l'époque. Ouais, c'est super. Et c'est juste c'est de la tuerie, quoi. Voilà, juste un peu les deux. Messieurs, quel conseil vous donneriez à tous ceux qui veulent se lancer finalement dans des programmes courts, dans ce genre de projet d'écriture, de réalisation, de production pour la plupart? Alors, je commence conseil. Moi, c'est les conseils que j'ai reçus qui m'ont aidé plus, que je redirais, c'est de vraiment d'écrire, de mettre les idées à plat, de se lancer, parce que c'est le seul moyen de savoir si ça tient un peu la route, les idées qu'on a, et puis de les raconter à ses amis ou à des gens autour pour dire, voilà, j'ai eu telle idée, je pense à telle histoire, qu'est-ce que t'en penses, pour avoir un petit retour de copains, de camarades, choisir les gens, bien sûr, à qui on va le dire, parce que des fois, il y a des gens qui manquent de tact, donc comme on est un peu fragile quand on a écrit un premier truc, surtout au début, je veux dire, c'est pour les gens qui commencent là, je parle de gens qui ils ont pas l'habitude, faut choisir 2-3 amis un peu sympas quand même, on se dit diplomates, qui vont nous dire les trucs, mais de façon cool. Donc se lancer, ne pas avoir peur, écrire même si on a l'impression que c'est nul, mais au moins écrire, parce qu'au moins ça fait que ça existe et on a un point de départ pour retravailler derrière. Je m'incline face à tant de sagesse. Non, c'est beau. Moi, c'est les trucs qu'on m'a dit moi. On m'a dit à moi, je répète là. Moi, je dirais de faire plus, de vous lancer de se lancer dans quelque chose qui vous plaît, en fait. C'est-à-dire que si j'aime pas, j'en sais rien, un gars et une fille, de pas dire je vais faire un gars et une fille avec un couple homosexuel. Parce que ça marche. Parce que c'est dans l'air du temps et que machin, tu vois. Si t'as vraiment envie de parler d'un couple homosexuel le quotidien, tu fais ça. Mais si ce qui te fait marrer, c'est plus de la galijade ou du gravelou ou du machin, fais ça. Après, je pense qu'il faut pas se poser tout de suite la question du diffuseur, tout ça. Parce qu'elle est de moins en moins d'actualité de toute façon, vu que Internet prend de plus en plus de place. Et sauf si tu veux te faire financer normalement, quoi. Sauf si tu veux. Mais en fait, c'est ça. Est-ce que tu vises le truc vraiment pro carré? Mais ça. Après c'est un choix. Voilà. Donc choisir un peu là où tu veux aller, en full indé ou est-ce que tu vas chez Calt, quoi. Et juste de te faire marrer. Voilà, justement, c'est un peu bateau, mais moi je sais que je reprends ce que tu disais tout à l'heure, mais il y a certains types de programmes courts où je suis incapable d'écrire ça, et je sais que je le ferai jamais. Et même si ce qui marche, je le ferai pas, parce que c'est pas mon délire. Donc si c'est pas ton délire, le fais pas. De toute façon, tu vas mal le faire si c'est pas le tien. Oui, je sais pas. Effectivement, faut se faire plaisir, parce qu'en plus, quand on va dans cette voie-là, c'est pour se faire plaisir. Donc c'est pas pour s'arracher la peau et écrire un truc qui ne correspond pas. Effectivement, je pense qu'il faut écrire, mais il faut pas. Je pense qu'à un niveau où on débute, en tout cas, c'est un champ de possibles, et chaque question et chaque comment ou pourquoi qu'on va se poser, ça peut être des barrières. Donc il faut s'en poser, mais pas trop. Et les vrais conseils, des vrais conseils essentiels, il faut préparer à mort, en fait, pour pas que la journée de tournage soit une catastrophe. Donc il faut vraiment préparer. Donc préparer, ça veut dire aussi bien préparer dès l'écriture que préparer au moment de la fabrication, pas se retrouver au moment M avec des accessoires qui manquent ou pas de piles dans le HF ou ce genre de conneries. Et il faut prendre soin de son équipe, il faut nourrir son équipe, il faut être gentil avec son équipe. Faire des bisous.
Non, mais c'est vrai. on n'est rien sans eux, et moi je suis rien sans tous les gens déjà tous les gens qui viennent, tous les gens qui veulent venir et qui peuvent pas venir, et tous les gens qui soutiennent, et on n'est rien sans eux en fait, et il faut prendre soin des gens autour de soi, et du coup pas toujours tout ramener à soi, mais ramener ça à un projet d'ensemble. Putain, mais oui, c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on est au service d'un projet qu'il faut pas oublier. Sur ces belles paroles, il est temps de conclure et de faire un dernier tour de table avec chacun d'entre vous pour nous dire où on vous retrouve en ce moment, c'est quoi l'actu, c'est quoi les projets. Et c'est quoi l'instant promo ? L'instant promo. Mais oui. Allez, alors, moi, en ce moment, c'est l'instant de textile, j'ai envie de dire. Parce que l'instant textile, parce que se passe-t-il ? Moi, on me retrouve sur Ulule avec mon pote Dedo, parce que ça fait 10 ans qu'on a commencé l'histoire racontée par les chaussettes, et on aimerait beaucoup en faire de nouveau, mais on aimerait en faire de nouveau de façon totalement indépendante. Donc, on a lancé un Ulule pour proposer aux gens de nous aider, et en échange de conneries, de beaucoup de conneries, en échange de chaussettes, en échange des épisodes, que les gens soient vraiment les instigateurs des prochaines chaussettes, celles de 2017, et on fait des petites références à celles de 2007, car oui, on n'est plus tout jeune. Voilà, donc voilà, c'est sur Ulule qu'on est avec Dedo pour l'histoire racontée par les chaussettes, et merci de m'avoir invité, c'était super sympa. Merci d'être venu. 2017, l'année de la chaussette. Ouais, c'est ça. Ah bien ouais, je 2017, l'année de la chaussette. Et après le slip français, la chaussette française. Exactement. Nous, on va faire un projet de chaussettes made in France. Où est-ce qu'on te retrouve, Yacine ? Sur Twitter ? Moi, sur Twitter ou bien sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux comme ça. Je suis Yacine Bellous. Ça marche. Ce message est bien de Yacine. Je suis Yacine Bellous et j'approuve ce message. C'est ça. Alors toi, Clément, c'est quoi la suite ? La suite, c'est ma petite série documentaire sur le e-sport. Donc on n'est plus trop dans le même univers, donc il sera diffusé sur Arte Créative à partir de début juin, si je ne m'abuse. Et puis sinon, là, on est surtout en écriture avec Amélie, tout ça. Donc là, on peut me retrouver pour boire des coups. D'accord. Ça, c'est cool. Facebook, je suis pas un Twitter boy, moi, mais Facebook, c'est très bien. Mais voilà, là, je suis plus dans du docu et je reviens à la fiction. Ah si, je tourne un court-métrage en août que j'ai écrit et que je réalise, qui est une comédie romantique avec du vomi et un peu de comédie musicale à la fin. Et normalement, c'est des claquettes ? Ouais, j'espère. Donc voilà. Voilà, ça va être l'actu, donc sortie normalement en septembre. Super, voilà. Super. Et toi, Pascal ? Alors moi, vous pouvez me retrouver, moi et mon autre moi, dans ma série. Instant promo. Donc ma série maléfique. Voilà, ma série est disponible sur seriesbin.com, et il y a plein d'épisodes gratuits un peu partout sur Facebook et tout. On mettra les liens, t'inquiète pas. Ouais, les gens sauront voir. Et c'était quoi l'autre question ? Où est-ce qu'on peut me trouver ? Alors au cinéma, souvent. Je suis pas mal au cinéma. Tu traînes dans les salles ? Ouais, je traîne dans les salles. C'est une des premières choses qu'il nous a dit quand on s'était rencontrés. Ouais, je vais voir des films. Là, tout à l'heure, je pense qu'on peut me retrouver vers les champs. Je vais aller voir un petit film. Malheureusement, nous ne sommes pas diffusés en direct. Ah, c'est pas en direct. Oui, mais c'est mort. Quel que soit le jour de diffusion, il y a des chances que je sois pas loin d'un cinéma. L'info sera toujours valable. Voilà. Et Twitter, Instagram, tout ça. C'est ça, Instagram, le truc où on met des photos ? Ouais, c'est ça. T'as pas l'air trop au courant de là où t'es ? Je m'inquiète un peu. Je contrôle pas trop ton image. En fait, je suis partout. J'essaye d'y être, mais de ne pas y être, parce que c'est une vraie perte de temps et d'énergie des fois. Mais des fois, je peux pas empêcher de prendre des photos avec un filtre ou de mettre des conneries. Je mets beaucoup de conneries sur Twitter. D'accord. Et voilà. Et il y a mon nom souvent, et je crois que c'est sur Facebook, il y a mon nom avec un 2, parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris mon nom original. Waouh, c'est un peu cool quand même. C'est genre, il y a des faux comptes de toi, quoi. Non, c'est pas un comme faux Rihanna. Non, c'est juste un gars. Ah merde, c'est le même nom. Ce débat, c'est moi, je suis comptable, je voulais partager avec vous mes plaisirs sur Excel. Ok. Ah merde, c'est pas un faux compte. Oh merde. C'est exactement ça. Merci à tous les trois, merci d'avoir pris votre temps pour être venus ce matin enregistrer avec nous. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Le mois prochain, en attendant, si vous voulez nous faire des suggestions ou des commentaires, vous pouvez nous envoyer un petit mail à podcast@adrienemetmathieu.fr et nous laisser un petit commentaire, une note sur iTunes, ça nous aide vachement, c'est cool. Et soutenez-nous sur Tipeee, il y a des liens dans la description du podcast et on se voit le mois prochain, ça marche ? Salut à tous. Salut. Ciao. Au revoir. Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir.
Nous laisser un tip sur le site tipeee.com, l'adresse est dans la description de ce podcast. Vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1 €, vous nous aidez déjà énormément. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visible. Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.